Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a l'honneur d'accueillir monsieur Idriss Aberkane que vous connaissez sûrement. Il est conférencier, c'est un entrepreneur, essayiste. Il a plein de... Comment tu dis la corde à son arc? Ouais, j'aime bien. Je sais jamais si c'est les flèches ou les cordes. Ouais, c'est les cordes. Et j'en suis vraiment fier de pouvoir être un touche-à-tout un peu, tu vois. Ça va comme je t'ai décrit, ça me va très très bien. Écoutez, je suis ravi d'être dans vos locaux là, magnifiques, avec tout le matos. Et on voit que ça sert, c'est pas juste showroom quoi. On leur dit on a fait une séance de 3 heures. Ah c'est ça, voilà, exactement. Alors, en fait, j'ai pas l'air comme ça, mais j'ai fait 35 tractions à l'équerre avant de commencer la vidéo. À un bras. Exactement, un bras, même Bras à la faible fin. en plus. C'est ça, bras faible, je l'ai fait à la fin, juste comme ça, sur 3 doigts et tout. Non, là on est bien, on est relaxé et je suis ravi d'être chez vous en tout cas. Bah, en tout cas, merci d'être venu, c'est vraiment cool. Donc, Idriss, on l'a fait intervenir aussi dans le Panthéon, pour le séminaire du Panthéon Business Club. J'ai adoré. Tout le monde, bah, c'était réciproque, tout le monde a vraiment kiffé, c'était très intéressant. C'était où déjà? C'était au Zénith de Tours. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, il y a quelques jours, et donc là, on est parti sur une petite interview. On a plusieurs questions à te poser, notamment la relation un peu sport, neurosciences, tout ça. Ouais, c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. On va avoir trois axes sur lesquels on va discuter. Enfin, c'est surtout toi. On va avoir ton avis sur l'histoire du sport, le sport et la neuroscience. Et pour terminer, musculation, fitness, sport et entrepreneuriat. C'est ok? Impec. J'espère que vous allez ouvrir grand vos oreilles et c'est parti. Prenez des pop-cards, ça va être intéressant. Donc, pour commencer, on va faire un petit récap sur l'histoire du sport et tes connaissances à ce sujet-là. Quels sont les premiers sports, loisirs et compétitions? Les premiers sports en loisirs et en compétition. Ouais, en fait, on pense en anthropologie, tu vois, que le sport, ça vient en fait, au départ, ça viendrait d'une sorte de rite d'initiation pour la chasse. Donc l'idée, c'est, tu vois, se replacer dans le contexte, tu dois affronter une proie qui est beaucoup plus grosse que toi, donc il faut le faire à plusieurs. Et du coup, il faut voir comment les gens réagissent au stress. Et tu vois, on le sait même à l'armée, tu vois, c'est important de garder des gens qui se sont entraînés ensemble et qui se connaissent ensemble depuis l'entraînement, parce que comme ça, tu ne seras pas surpris par leur réaction en cas de stress. Maintenant, tu transposes ça vers aller chasser un mammouth ou aller chasser un rhinocéros laineux. C'est quand même des situations de chasse où tu risques de crever, quoi. Ou même un ours, tu déloger un ours d'une caverne. Et puis je te parle, il y a un ours par exemple, j'ai oublié comment on dit son nom en français, mais c'était short-faced bear, et 2 fois plus grand qu'un ours polaire. Donc voilà, fallait être un petit peu déterminé et puis avoir des coronesses bien accrochées pour aller parce qu'en plus l'idée c'était que tu allais le déloger. Il est chez lui, il est dans sa caverne, c'est toi qui vas le sortir. Donc, voilà, et donc vraisemblablement, ce qu'allait devenir nos sports, c'était des sortes de versions pas encore récréatives, mais désacralisées de ça, donc des rituels d'initiation où tu faisais un truc, une épreuve, et ça te permettait de voir comment les gens réagissaient au stress. Et encore aujourd'hui, tu as des sports qui sont utilisés par exemple à l'armée, notamment tu vois le football américain, c'était utilisé pour former les officiers à West Point à la stratégie. Parce que le football américain, tu sais, tu as des pauses, et puis tu fais des feintes, voilà, vous vous arrêtez, c'est pas comme au football classique, donc les gens ils s'arrêtent, ils définissent une stratégie. Tu as notamment une stratégie qui s'appelle le Je vous salue Marie, Hail Mary, où tu fais un contournement, et ça c'est aujourd'hui utilisé comme terme dans les stratégies de contournement militaires américaines. Quand tu as le général Norman Schwarzkopf qui va faire un contournement de l'armée irakienne en 91, il dit nous allons faire un Hail Mary. Quand il briefe ces gens, il utilise le terme de sport pour leur expliquer parce qu'il sait que tout le monde va comprendre. Donc vraisemblablement les origines du sport c'est ça, c'est-à-dire c'est fonctionnel, c'est efficace. Tu dois tester les gens sous la contrainte pour des opérations où ils risquent de mourir, genre la chasse, et ça te permet de voir comment ils réagissent. Après, tu as eu tout le côté le sport sacré. C'est-à-dire que, par exemple, tu as le jeu de balle. L'ancêtre du foot, non? Alors, non, c'est pas l'ancêtre du foot, mais c'est plutôt l'ancêtre du basket. Okay. Je parle pas du jeu de balle en Europe, je parle du jeu de balle chez les Olmecs. Donc les Olmecs, ils avaient une sorte de basketball où tu devais, ça représentait la danse des étoiles, du soleil. Tu avais une balle qui était en gomme en fait, parce qu'ils avaient des EVA, ils pouvaient récolter la gomme et ils faisaient une sorte de balle en gomme qui n'était pas bien ronde, tu vois, mais ça rebondissait. Et il y avait un terrain. Et c'était un jeu sacré, il fallait y jouer jusqu'à 7 heures. Et tu devais passer donc la balle en la frappant par la hanche dans un anneau qui était vertical. Donc tu avais un anneau de pierre vertical, tu devais mettre un coup de hanche comme ça
pour mettre un but. Et c'était très ritualisé et tout, et donc ça pouvait durer 7 heures. Et là, c'était un truc rituel avec des prêtres. Les arbitres étaient des prêtres, tu vois. Donc c'était une cérémonie. Alors ça pouvait être pour la paix, ça pouvait être pour la pluie, ça pouvait être pour la fécondité, pour ce que tu veux. Et tu l'as chez les Grecs aussi, donc chez les Grecs anciens, les Jeux Olympiques, on considère que c'est la fin de la période archaïque chez les Grecs. Ben, la fin de la période archaïque, c'est quand il y a les premiers Jeux Olympiques. Donc ça doit être 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est 8e siècle, c'est à peu près l'époque de la fondation de Rome, tu vois. Donc là, ça serait le début de la compétition en quelque sorte. Alors voilà, et là, exactement, tu arrives avec des sports qui sont ce qu'on appelle votifs, c'est-à-dire que c'est dédié à un dieu, etc. Et là, tu commences à avoir des champions qui sont amenés de chaque cité, qui s'affrontent, etc. Et alors, tu avais ça aussi avec le buzkashi en Asie centrale, qui est l'ancêtre du polo, où là, ils butent une chèvre. Donc bon, peuple nomade d'Asie centrale, tu vois. Je te parle. J'ai vu ça. Après, ils se balancent la chèvre. Et après, ils se balancent la chèvre. Alors, je te parle de peuples qui ont inventé le steak tartare. Ils prenaient vraiment une pièce de viande de cheval qu'ils mettaient sous la selle et ils chevauchaient toute la journée, comme ça, avec la sueur du cheval qui imprégnait la bidoche. C'est ça le vrai steak tartare. Hein. Ouais. Donc, la même chose. Alexandre le Grand en faisait aussi parce qu'il chevauchait beaucoup avec son cheval bucéphale. Et les steaks tartares chez les Mongols, chez les Gengis Khan et tout, ça se faisait pour de vrai. Et les Mongols, ils savaient aussi tirer la jugulaire du cheval avec un arc pour qu'il pisse du sang, mais sans que ça le tue, pour pouvoir boire son sang en cas de famine. Donc c'était des mecs assez énervés quand même. Et ben l'idée, tu veux créer une civilisation, parce qu'en fait c'est quoi? C'est là que je voulais en venir, le sport c'est culturel. Donc au départ, tu veux créer une culture de gens qui montent à cheval. Tu veux créer une culture de gens qui sont d'excellents cavaliers. Bah, tu fais un jeu. Tu vois, sinon ça va être, si c'est une corvée, si tu dis allez tous les jours vous devez faire, ils vont pas le faire. Mais si tu fais un jeu où les gens ils admirent les meilleurs cavaliers, et donc c'est pour ça que tu as eu le buzkashi en fait. C'était pour créer une culture, parce qu'en plus dans le buzkashi tu dois changer de cheval, parce que tu épuises tellement ton cheval, il faut que tu en aies plusieurs, et dans le polo c'est le cas aussi. Et ben c'est le cas chez les Mongols. Les cavaliers mongols ils avaient plusieurs chevaux, donc ça t'apprenait à devoir gérer plusieurs chevaux, etc. Donc dans le buzkashi ça pouvait durer une journée. Tu pouvais avoir vraiment du lever du soleil au coucher, avec plusieurs chevaux à trimballer la carcasse de chèvre et tout et tout. Donc tu vois les différentes fonctions du sport, à savoir au tout départ, donc l'entraînement anthropologique, entraîner les gens, vérifier qu'ils sont fiables, parce qu'après ils vont être confrontés à la vraie vie et ils peuvent mourir. Ensuite, l'aspect votif, les dieux, etc. Tu as l'aspect mémoire aussi, c'est-à-dire ça crée des mythes, on se souvient de tel événement, etc. Après, tu as un aspect diplomatique avec donc les Jeux Olympiques, tu avais la paix. Le champion d'un tel, voilà. le champion de... Et même avant, tu avais des duels au Moyen-Âge, mais pas que au Moyen-Âge, tu pouvais décider d'une bataille avec deux champions qui s'affrontaient. Si les deux camps l'acceptaient, bah, tu avais juste les deux champions qui s'affrontaient. Comme dans 3, le film 3. Comme dans 3, exactement. Je savais que t'allais dire ça. C'est pas un mythe. Il fait un double pas. Ouais, mais t'as tout à fait, tu te rappelles, et puis il prend le bouclier où il met la lance et tout. Bah, en fait, c'est pas un mythe, ça a vraiment existé, parce qu'on n'aimait pas se tuer pour rien. C'est ça sauvait des vies, mais il fallait que les deux camps l'acceptent, donc rapidement. Ouais, que chaque camp croit qu'il a le combattant le plus fort. Ça ne marche que si chaque camp exactement croit qu'il a le combattant le plus fort. Et donc, bon, mais voilà, tu vois, le sport, après, tu as un rôle social, comme on l'a encore aujourd'hui, c'est-à-dire ce que Aristote appelait la catharsis, c'est-à-dire la libération des émotions fortes. Les Romains, les jeux de gladiateurs, par exemple, les jeux de gladiateurs, qui est l'ancêtre donc du MMA, quoi. En fait, l'ancêtre du MMA, c'est quoi? C'est chez les Grecs, c'est le pancras. Voilà, le pancras que Pankratos. Ça existe encore. Ouais, mais c'est plus codifié, parce que le pancras du temps des Grecs, t'avais le droit d'attraper les couilles, t'avais le droit, t'avais juste pas le droit à la fourchette dans les yeux, t'avais pas le droit de jeter du sable. Mais sinon, tu faisais ce que tu voulais, quoi. Donc, c'était heureusement maintenant le pancras actuel, il est plus codifié. Mais le pancras, donc pankratos, kratos, ça veut dire le pouvoir, démocratos, tu vois, démocratie. Pan, ça veut dire tout. Tu vois, je sais pas, ceux qui disent pansexuel, ça veut dire sexualité générale, quoi. Pankratos, c'est toutes les forces. Donc, ça veut dire pied, poing, ce que tu veux. Et c'était des mecs très énervés. Effectivement, les athlètes grecs, aujourd'hui, ils seraient compétitifs, à mon avis. T'as un mythe qui dit, tu sais, la nutrition, etc. Non, t'avais déjà des géants dans le temps. Tu avais déjà des géants même au Moyen-Âge, tu voyais ils avaient des mesures fiables, tu peux dire, ils avaient tel ou tel compétiteur qui faisait plus de 2 mètres et tout. Donc, puis ils mangeaient pas si mal que ça, c'était beaucoup de légumineuses. Tout à fait, même aussi des protéines. Mais c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis, parce que les gladiateurs, on voit qu'ils mangeaient peu de protéines, effectivement. Enfin, peu de protéines animales. Ouais. Peu de protéines. Les gladiateurs, ils mangeaient beaucoup de légumineuses, effectivement. Et d'ailleurs, du temps des Romains, les gladiateurs, c'était aussi un peu, tu sais, les progrès de la médecine. Parce que
tu as eu des gladiateurs et des... parce que dans les sports aussi, tu avais les origes, les conducteurs de chars, et eux, ils faisaient ça au galop. T'sais. Nous, quand tu vas à Vincennes et tout, tu vois, c'est du trot attelé. Ils sont là, non, là, c'était du galop. Ils avaient jusqu'à 8 chevaux, donc tu tombais, t'étais mort, avec évidemment. Alors ça, c'est dans les combats, ça. Ouais, c'était pas à 8, là, ça servait à rien. Mais pour faire le cirque Maxime qui a été construit par les Étrusques, c'est eux qui ont inventé les jeux de gladiateurs d'ailleurs. Ils faisaient ça pour les enterrements au départ, donc c'était, tu vois, sacré. Genre un mec qui était très riche chez les Étrusques, donc les Étrusques, c'est l'actuelle Toscane, hein. Et à son enterrement, il voulait qu'il y ait un combat de gladiateurs, c'était une marque de prestige. Voilà. Et tu avais des gladiateurs, alors chez les Étrusques déjà, mais ensuite chez les Romains, qui étaient milliardaires. L'équivalent de milliardaires. Tu as eu un conducteur de char qui était ajusté de l'inflation 1,5 milliard en dollars de fortune personnelle. Et donc, le mythe que les gladiateurs mouraient au combat, c'est pas tout à fait un mythe, puisque bien sûr, tu pouvais mourir au combat, et bien sûr, des fois, il y avait des exécutions. Mais justement, c'était tellement précieux un gladiateur, c'était Lionel Messi, tu l'achetais, tu l'entraînais, tu avais des écoles, des centres de formation, tu pouvais te les échanger, tu pouvais faire des transferts. C'était pas forcément des esclaves. Bah si, c'était très souvent des esclaves. Il arrivait assez rarement qu'affranchi continue à se battre, comme tu le vois dans Gladiator. Dans Gladiator, tu as le gars de Gaulle, là, à la fin, il revient de sa retraite avec son masque, là, voilà, et il est affranchi. Mais il revient parce que... Et ça arrivait, ça pouvait arriver. Et il sait qu'il risque la mort, mais ça pouvait arriver, tu sais, l'adrénaline et tout. Donc là, tu vois un peu l'évolution. Et aujourd'hui, le sport, tu vois, ça fait des vues, parce qu'en fait, les sports compétitifs, ça fait des vues. Et donc, les Jeux Olympiques, quand la Grèce est devenue indépendante de l'Empire ottoman au XIXe siècle, ils ont voulu refaire de la Grèce une grande puissance culturelle, et donc ils ont financé les Jeux Olympiques. Et tu as eu les premiers Jeux Olympiques avec Pierre de Coubertin en Grèce, parce que ça faisait des vues, et tu sais que des fois c'était des enjeux politiques. Enfin, rappelle-toi, les athlètes noirs, Jesse Owens en 36, Hitler refuse de lui serrer la main. En fait, c'était plus compliqué que ça. Hitler avait bien voulu lui serrer la main. D'ailleurs, il a été moins bien traité, Jesse Owens, par les Américains, parce qu'il était noir, que par les... c'est un truc de dingue. Parce que nous, on apprend ça à la fac de sport, comme quoi il a refusé Hitler de serrer la main à Jesse Owens. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu avais la délégation nazie a félicité Jesse Owens et lui a frappé même des médailles commémoratives supplémentaires, alors qu'en fait, Roosevelt a refusé, lui, de le rencontrer. C'est une histoire. Jesse Owens en 36, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vais pas évidemment faire l'apologie des nazis, mais les Américains n'avaient pas trop de leçons à donner. Puis en boxe aussi, tu avais l'époque de Joe et Louis et tout. Donc voilà le panorama, quoi, d'un truc qui était purement anthropologique, qui était pour un rituel d'initiation, pour vérifier que les gens étaient fiables à la chasse. Tu as eu plein d'autres, parce que le sport attire l'attention. Tu as eu un rôle diplomatique et tu as eu un rôle de paix sociale, en fait. Tu sais, le fameux du pain et des jeux, quoi. Tu regardes les gladiateurs, voilà, et tu sais, littéralement, on jetait du pain. C'est ça, c'est exactement ça. Mais regarde le Brésil. Regarde le Brésil, quand ils ont financé les stades, tu as beaucoup de gens qui faisaient grève et tout. Ils disaient, mais attendez, pour la Coupe du Monde, en plus, ils se sont pris 7-2 par l'Allemagne. Bon, voilà, mais ils disaient, regardez, avec l'argent, on aurait pu faire des hôpitaux, des écoles. Non. Donc oui, ce sujet-là est encore là. Et après, bien sûr, tu as l'aspect pour la santé, un esprit sain dans un corps sain. Mais justement, maintenant, si on vient plus sur l'histoire de la culture physique, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Là, tu avais un idéal, donc le côté un esprit sain dans un corps sain, mens sana in corpore sano, donc le grand adage latin que tu retrouves chez les Grecs. Le rapport à la nudité dans l'Antiquité, c'est d'abord, les civilisations d'Antiquité, elles émergent dans des lieux où il fait chaud. Ouais. Donc tu vois, tu es en Mésopotamie, tu es en Grèce, tu es en Égypte. C'est pas des cultures où tu es complètement habillé, quoi. Et ça pouvait être normal de se balader nu, ça pouvait être normal de se balader même les seins à l'air en Égypte. Donc si tu veux, ça peut créer rapidement une culture d'un corps, ce qu'on appelait les canons de la beauté, en fait, voilà, d'une esthétique donnée. Et pour les Grecs, rapidement, tu vas avoir la représentation. Comme tu sais, chez la femme, chez l'homme, ça va changer. Tu avais des idéaux de beauté qui étaient différents, mais nous, en Occident, l'idéal grec nous a énormément influencé. Là, on vous voit derrière, ça, c'est typiquement l'idéal grec, justement, la carrure en V. Et en fait, la carrure en V, ça veut dire bon chasseur, tu vois, anthropologique. Ça veut dire bon chasseur. Et c'est pour ça que dans la plupart des cultures, c'est sexuellement attirant. Pour les hommes, c'est plutôt, dans toutes les cultures, pour une femme, enfin pour les hommes hétérosexuels, pour une femme, c'est la forme en sablier. C'est ce qu'on appelle le rapport. Voilà, un rapport taille-hanche. Poitrine, taille plus fine et les hanches, la même proportion. Mais après, tu as eu des grands changements. Tu vois, par exemple, les années 80 ont vraiment amené le modèle de la mannequin rachitique. Et à l'inverse, à la Renaissance, tu vois qu'elles sont potelées. C'est clair. Vraiment, et même un peu de ventre. C'est ça, Rubens, c'est ça, c'est fertilité. Et même, il y a des débats
à la préhistoire, Ouais, tu vois cette femme-là qui la est Vénus de représentée. Willendorf. Voilà, la Vénus de Willendorf, alors là, elle est vraiment grasse et tout, mais on ne sait pas si elle représentait un idéal de beauté ou juste une chance, tu vois, une sorte d'amulette en fait. On ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est possible. Tu manges à ta faim. Voilà, qu'il t'arrive rien, qu'elle attire, voilà, qu'elle attire la bonne santé. C'est ça, qu'elle attire la bonne chair, qu'elle attire la prospérité. On ne sait pas exactement. Mais c'est vrai que les idéaux de beauté ont complètement changé de ce point de vue-là. Alors bon, chez les Grecs, oui, parce que tu avais Apollon, représentation des dieux nus ou semi-nus. Après, tu avais d'autres détails. Par exemple, pour les Grecs, le gland, c'était tabou. Donc la circoncision, c'était choquant chez les Grecs. Et tu as plusieurs cultures qui se sont circoncis, mais notamment les Juifs, bien sûr. Et ça, pour les Grecs, c'était, voilà, genre voir le gland, c'était, tu vois, ils pouvaient être à poil, ils pouvaient être les couilles à l'air et tout, pas de problème. Alors, si d'aventure tu voyais le gland, alors ça, c'était littéralement choquant pour eux. Tu avais plein d'autres aspects. Pour les Grecs, par exemple, un gros phallus, c'était considéré comme un truc de barbare. Donc après, par exemple, tu as des standards de beauté, tu vois, pour les Grecs, c'était les barbares qui avaient un gros phallus, donc la représentation des personnages avec des gros sexes, c'est associé aux barbares, etc. Au contraire, les Grecs, ouais. Voilà, les Grecs, il fallait surtout avoir, tu vois, tout petits membres et tout, ouais, exactement. Et par contre, vraiment à la fin, j'aurais rajouté un ting. mais ce qui est dingue, c'est que anatomiquement, ils étaient tellement forts, les Grecs, qu'ils avaient remarqué, c'est exact, que les testicules sont pas à la même hauteur, droite-gauche, et n'ont pas la même taille. Ça, ils l'avaient représenté dans les statues. Donc l'attention. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est venu observer de bien près. Absolument, tu as des mecs qui sont là. Ça peut être soit purement artistiquement, soit ça peut être la sexualité débridée des Grecs. À l'époque, ça, on n'était pas dans la morale judéo-chrétienne et tout. Donc, c'était un autre monde. Mais ça peut être aussi la médecine, donc l'observation médicale, mine de rien, qui était ultra rigoureuse chez les Grecs et qui va te donner donc ces standards de beauté, la compréhension des muscles, etc. Et donc tu penses qu'ils s'entraînaient pour avoir ces physiques-là? Ça c'est clair. Ouais. Ça il n'y a même pas de débat, on sait que tu avais du culturisme chez les Grecs. Tu avais un idéal de beauté et tu l'avais même avant chez les Minoens, donc l'actuelle Crète, l'actuel Santorin, où tu vois des femmes en bikini sur leurs fresques. Tu vois des femmes en maillot de bain 2 pièces. Et ils avaient aussi, tu sais, ils pratiquaient un peu comme des corridas, enfin des férias où ils devaient faire des sauts sur des taureaux et tout. Donc tu avais déjà l'agilité qui était très... et pareil, les trucs sur les taureaux, c'était votif, c'était religieux. Mais comme c'était très regardé, tu étais très respecté. Donc tu devenais une star si tu savais faire des pirouettes sur un taureau. Et là aussi, oui, tu avais des concours de beauté. Tu avais comme Monsieur Univers avec Schwarzenegger et tout. Donc oui, très rapidement, tu vas avoir des idéaux de beauté. Parce qu'on voit même des développements physiques quand même impressionnants. Et en fait, on voit beaucoup de gens aussi nous parler dès qu'il y a un mec un peu musclé, ça parle de dopage, ça parle de produits. Tout, à l'époque, ouais, bien sûr. À l'époque, ils n'avaient pas de produits et ils avaient des physiques ultra développés. Ouais. Je veux dire, les statuts, même si on exacerbe un peu, tu vois, on va chercher un peu plus dans le détail, tout ça, il faut les avoir vus. C'est développement physique pour pouvoir les sculpter. On avait des traces de gens qui te parlaient de mesures. Hein. Donc on a des traces dans l'Empire romain, de mensuration absolument dans l'Empire romain et à la Renaissance, de telle personne qui a tel tour de biceps, qui a tel tour notamment pour les gladiateurs, pour les esclaves et tout. Donc on sait qu'il y avait des personnes qui étaient musclées et qui travaillaient ça. Et puis tu sais, t'ajoutes à ça le fait que avec les hoplites et tout, tu pouvais te battre en ayant certains muscles apparents. Donc ça pouvait intimider l'adversaire aussi, d'avoir des muscles apparents. Donc cette armure, après les officiers, la cuirasse, là fallait que ça monte les muscles, tu vois. Donc l'idée c'était quoi? Tu avais un officier qui était de la classe sénatoriale romain, donc il devait forcément être assez gros ou pas avoir le temps de prendre soin de lui, tu vois. Du coup, pour avoir l'air musclé, on lui mettait la cuirasse avec tu vois, ça pesait aussi, donc si tu t'entraînes avec. Ah quand même, oui, c'est clair que ça t'obligeait à avoir une posture et tout. D'ailleurs, les Romains croyaient en médecine que les muscles étaient une sorte d'animal qui courait sous la peau. Tu vois, par exemple, la souris, le nom latin de la souris, c'est Mus musculus, parce qu'en fait, ils croyaient que c'était un animal comme une souris qui courait sous ta peau, qui faisait l'effort physique. Donc, ouais, là, il y avait un petit peu de manque. Voilà, c'est pour ça que l'entraîner, il se disait, il devient gros quand tu l'entraînes, etc. Ah, ce truc de ouf. Ouais, donc on va dire que depuis l'Antiquité, la culture physique, ça s'est perdu à un moment donné, peut-être. Il y a eu moins cet aspect-là. Oui, parce qu'en fait, au Moyen-Âge, alors tu peux avoir des sites. C'est devenu très pudique le Voilà, le corps, montrer le corps, évidemment, c'est quelque chose à éviter. Tu n'as plus la culture des bains, parce que tu vois, chez les Romains, tu avais la culture des bains aussi. Et les bains, c'était un peu le bar PMU, hein, c'est-à-dire tu tapais la discute, tu pouvais prendre une boisson, enfin, c'était un lieu de rencontre et un lieu de romanisation, quoi. Donc, tu étais un Gaulois, tu devenais un Romain, t'entendais parler latin, tu parlais latin avec d'autres personnes.
en allant au bain. Donc là aussi, il y avait un intérêt à être musclé, ou etc. Bon. Et au Moyen-Âge, non, au contraire, ton corps, tu le caches. Donc il y a des situations, bien sûr, hein, les paysans, t'imagines bien qu'ils bossaient les champs torse nu, sauf quand ils devaient cramer au soleil, mais il y a quand même des moments où, bon. Mais entre l'hygiène et la représentation du corps, c'est effectivement à la Renaissance que tu vas avoir, alors qui commence au XIVe siècle, la Renaissance en Italie, hein, donc c'est pas comme en France où ça commence vraiment au XVIe siècle. Mais bon, là tu commences à avoir un nouvel attrait pour le corps, la représentation, et puis tu as évidemment les corsets pour les voilà, femmes. alors les corsets, ça c'est vraiment, ça va aller vers le... Enfin c'est vrai que t'en avais déjà à l'époque élisabéthaine et tout, mais... Et puis c'est vrai que ça crée aussi des standards de beauté, mais bon, des standards de beauté artificiels, par exemple la peau blanche sous Louis XIV, la mouche, les dents noires. Ça l'a déplacé, c'est quoi? C'était pour donner C'était ton pour humeur? cacher, en fait c'était, oui voilà, ça c'était, oui, le placement c'était censé représenter ta disponibilité ou autre chose, mais en fait au départ c'était pour cacher les points de variole par exemple, ou des, voilà, ou d'autres trucs comme ça, parce que les classes nobles avaient souvent la variole. En fait le vaccin, les premiers vrais vaccins avec la variole, ils s'étaient rendu compte que les filles de ferme qui traillaient les vaches avaient jamais la variole, parce qu'en fait elles chopaient une variole de la vache, la variole bovine, et ça les immunisait. Donc la légende, c'était que les filles de ferme étaient belles parce qu'elles n'avaient pas les marques de la variole. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la vaccine, parce qu'en fait ça vient de la vache. On prenait un peu de pus de variole de la vache et on injectait ça, notamment du pus que tu voyais sur les pies. Et tu inoculais quelqu'un, tu lui faisais une petite piqûre, c'est pas une seringue, hein, c'était un petit, tu sais, comme les trucs allergiques. Voilà. Bah, il s'était rendu compte que ça marchait, c'est Jenner après qui s'est rendu compte que ça marchait, mais les Chinois aussi. Donc bon, tu vois, toujours les standards de beauté. Mais à la Renaissance, bah en fait, on revient à la Grèce antique, parce que c'est ça la Renaissance, c'est revenir aux idéaux de la Grèce antique. Et après, tu as des génies comme Michel-Ange qui étaient des dingues de l'anatomie. Michel-Ange, dans ses sculptures, il est capable de tricher, il est capable de te faire des sculptures qui ont des mains plus grandes pour que tu vois les mains, mais il est capable de te représenter le moindre muscle, le moindre tendon qui est associé à chaque posture, même à la posture de l'annulaire. Il te montre, tu as une sculpture de Michel-Ange où tu vois un tendon sur le bras qui ne pourrait être dur que s'il a l'annulaire dans la main. C'est un truc de dingue. Voilà, c'est vraiment. Mais et là, c'est quoi? C'est l'étude de l'anatomie qui a fait ça? Ouais, et puis Michel-Ange, il était autiste, donc quand il se plongeait dans l'anatomie, c'était absolu, quoi. Et comme Léonard de Vinci, il disséquait. Non, Léonard était sans doute pas autiste, certainement pas, mais comme Léonard de Vinci, il disséquait. Ah, okay. Il analysait des cadavres, etc. Donc, mais Michel-Ange, autiste. Ouais, Michel-Ange, on est quasiment sûr qu'il était dans son comportement. Et le mec, il pouvait, pour faire une sculpture, il pouvait dormir avec les mêmes bottes, avoir des croûtes et tout. Enfin, ne pas se changer, ne pas se laver pendant 1 mois pour faire sa sculpture. C'était quand il était consacré à son truc, il y était. Donc, du coup, l'anatomie, et c'est par lui que les idéaux de beauté sont venus. Tu vois, le David de Michel-Ange, ces sculptures-là, elles ont remis au goût du jour l'idéal de beauté grec, en fait. Ah bah super cool. Sport et neurosciences. Donc là, on est dans un domaine aussi, un de tes domaines de prédilection, les neurosciences. Quelle zone du cerveau est activée quand on fait du sport et plus particulièrement, en deuxième temps, quand on fait de la musculation? Alors, c'est une question très intéressante parce que l'idée de base, c'est que le cerveau, il aime faire le moins d'efforts possible. Donc, si tu fais de la muscu ou autre, l'idéal, ça serait que tu puisses le faire sans trop y réfléchir, en écoutant une conf, n'importe quoi. T'écoutes un audiobook et tu le fais sans réfléchir. Mais sinon, quand tu fais un acte délibéré, bah, ça va impliquer bien sûr le cervelet, ça va impliquer le cortex moteur qui est à peu près ici. Hein. Donc, le cerveau, c'est assez simple. Tu as des continents, c'est comme une planète, tu vois. La planète, tu as l'Afrique, tu as l'Europe, tu as l'Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Océanie. Bah, là, c'est pareil, tu as le cortex occipital, donc c'est là que tu as les zones de la vision, tu as le cortex temporal, tu as le cortex frontal, voilà. Et entre le pariétal, voilà, qui est donc l'occipital c'est là, le pariétal c'est là, entre le pariétal et le frontal, tu as une zone, c'est le sillon moteur, c'est une vallée, c'est vraiment une vallée quoi, avec toutes les zones, en fait tu as une carte du corps, donc tu as une zone qui est sensorielle, et tu as une zone qui est motrice. Elles sont l'une en face de l'autre. Tu as une zone de tous les neurones qui, par exemple, si on me frotte la main là, boum, tu as des neurones bien précis là qui s'activent. Et puis si j'agis, tu as des neurones en face qui ne sont pas sensoriels, ils sont moteurs. On appelle ça le sensorimoteur. Si je bouge ma main, bah, les neurones en face des neurones qui sont dans la sensibilité, ils s'activent. Et après, tu as aussi les neurones miroirs, donc cortex frontal. Les neurones miroirs, c'est quand tu vois quelqu'un faire un geste, ils s'activent. Et ils sont très utiles pour l'empathie.
notamment. Avec les très beaux travaux de Franz de Waal qui parlent de ça chez les primates. Produire aussi des chorés peut-être. Alors exactement, les chorégraphies, en fait ce qui te donne envie de danser quand tu vois quelqu'un danser, c'est les neurones miroirs. Ce qui te donne envie de violence aussi, ce qui fait la viralité des vidéos de violence, c'est les vidéos où tu vois une caméra de surveillance, un mec qui se prend un pain, ça fait des millions de vues. Parce que les neurones miroirs, ça fait beaucoup de vues en fait. Quand tu stimules les neurones miroirs des gens, tu captes leur attention. Et donc quand tu vois quelqu'un qui se prend un pain dans une vidéo typique là sur YouTube, ça t'active tes neurones miroirs parce que tu te mets direct dans la posture du gars. Tu te dis ouh, ça a dû faire mal, voilà ce que j'aurais fait, etc. Ça, c'est les neurones miroirs. Donc, pour répondre davantage à tes questions, dans les sports de combat, davantage posture, voilà, anticipation et empathie, ou ce qu'on appelle théorie de l'esprit, c'est-à-dire essayer de comprendre ce que la personne en face de toi a en tête. Mais c'est aussi dans le foot, alors, fin de dribble, fin de corps, etc. Alors là, c'est total. Léo Messi, grand spécialiste de ça, lui, tu peux imaginer qu'il a vraiment ces systèmes-là extrêmement développés. Et le cervelet aussi, donc pour les changements de direction rapides. Et puis donc, quand tu fais de la muscu, l'idéal, c'est de pas trop être présent, sinon tu vois, la muscu, c'est douloureux. D'un point de vue purement physiologique, tu as des signaux de douleur qui sont... Donc, une des méthodes, c'est de ne pas être là. C'est de penser à autre chose. C'est d'essayer justement d'activer ton cerveau le moins possible quand tu fais de la muscu, pour la muscu. Tu peux t'activer ton cerveau pour autre chose. Tu penses, l'idéal, c'est ça, si tu veux, pour pas avoir à abandonner, parce que sinon tu te rends compte que tu es en train de faire un truc contre nature dans le sens où tu te fais mal à toi-même. Et la muscu en soi, c'est contre nature entre guillemets dans le sens psychologique, c'est-à-dire tu fais un geste pénible, dur, tu fais un effort sans avoir à chasser un mammouth, sans avoir à obtenir quelque chose, et tu dois faire cet effort alors que ton corps dit pourquoi je fais ça. Et tout le problème, tu sais, même Mohamed Ali quand il disait moi je compte, quand je fais des pompes, je ne compte qu'à partir du moment où j'ai mal. Voilà. Et ben c'est ça le truc, c'est justement essayer de ne pas être là, essayer d'être absent. Si tu veux complètement battre tes records en muscu, surtout quand tu es en isotonique, alors, et c'est ça tout le paradoxe, c'est quand tu es en isotonique, c'est ton cortex moteur tu envoies un signal. Quand tu es en isotonique, ton cortex moteur envoie le signal de contraction. C'est pas une contraction réflexe, tu envoies délibérément ton signal de contraction à ton deltoïde, à ta coiffe deltoïde ou à tes trapèzes, etc. Et c'est ça tout le paradoxe de la muscu, c'est que tu dois essayer de faire ça sans y penser. Parce que si tu y penses trop longtemps, ton corps il va dire pourquoi tu fais ça. Tu as la petite voix dans ta tête qui va dire mais arrête, ça fait mal, tu sais, arrête, c'est le moment d'arrêter, tu vois. Mais est-ce que du coup ça, c'est valable sur... Parce qu'il y a quand même plusieurs types de musculation, on va dire, il y a la force athlétique, il y a les séries très courtes, il y a des séries plus longues en endurance. Moi j'entends bien ce que tu dis là sur les séries peut-être plus d'endurance où tu vas sentir la brûlure, où c'est vraiment dur de tenir, mais sur une série très courte, comme nous par exemple on va s'entraîner sur du 6 reps. Alors là, 6 reps, t'as pas vraiment la douleur musculaire. Ouais. Alors là justement c'est la dopamine, donc là c'est l'opposé, c'est le circuit limbique, t'es content d'avoir fait tes reps, donc t'en fais une bien, en plus si tu les fais devant un miroir ou que tu essaies de travailler la forme, que t'es vraiment bien en train d'être dans la forme que tu voulais être. Enfin, peu de gens le font, mais vous, c'est votre métier d'apprendre aux gens qu'il faut faire la bonne forme d'abord. Tu vois, par rapport au crossfit et tout, ils font des formes n'importe comment, ils s'explosent les articulations. Et ben, on va prendre des dislikes. Ah non, mais désolé, bon, mais. Nous, on disait les mêmes choses. Je dis pas que la pratique. Non, je dis pas que les coachs de crossfit font ça, mais je dis qu'il y a des gens qui se jettent sur, il y a des gens qui se jettent sur le crossfit sans avoir été coachés et qui font des gestes de merde et qui vont s'exploser les ligaments et les articulations. En fait, ils pensent à la perf avant. Mais c'est vrai que de moins en moins maintenant, vu que c'est devenu grand public, c'est beaucoup moins axé perf. Ça a beaucoup de gens surtout. Vu que maintenant les gens savent que tu as ce risque-là, effectivement ils se renseignent. Mais bon, au début, le crossfit, tu voyais des gars faire des formes complètement pétées et se faire mal. Mais bon, donc dans ce cas-là, là c'est de la dopamine, là tu es dans l'aspect addictif du sport. Là tu es dans l'aspect où tu es Shorty. Après, tu peux atteindre un aspect addictif du culturisme parce que psychologiquement, tu vois, Tchordi qui était avant tout un grand coach psycho, c'est un coach incroyable de la confiance en soi. Tchordi, il a été 7 fois Mister Univers parce qu'il était capable de se dire devant un miroir, il faisait des mind games sur ses adversaires. Une fois, par exemple, il devait être seulement au jury. Voilà, dans le vestiaire, je vous racontais ça dans ma conf où il s'était rendu compte que les juges regardaient la confiance en soi, donc il essayait de saper la confiance en eux de ses concurrents. Donc il arrivait dans les vestiaires et disait mais tu t'es pas blessé au genou toi parce que dis donc tes mollets ont l'air beaucoup plus fins que l'année dernière. Et là 2 minutes plus tard le type regardait ses mollets en étant sur scène et là c'était mort. Mais il a fait pire que ça. La 7e fois où il a été Mister Univers,
il a, Schwarzy, il devait être que dans le jury, normalement. Et il est allé voir le gars qui se disait, ça y est, je vais enfin gagner, avec sa famille. Il était là avec sa famille. Et il dit, en fait, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Je vais concourir moi aussi. Et il dit comme ça, en le regardant dans les yeux, tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Je vais être Monsieur Univers pour la 7e fois, c'est pas génial? Et le mec, il l'a vu se décomposer. Il l'a vu comme ça, poum. Et là, il avait gagné, quoi. Tu vois. Donc voilà, ça, c'était Schwarzy. Schwarzy, on croit que c'était un Pumping Iron. Pumping Iron, déjà, il le dit, genre pour son 4e ou 5e titre. Non, mais il est incroyable. Cet homme est Je vais incroyable. encore gagner, ça va être mon 5e Voilà. titre. Ah, mais Schwarzy, il a été totalement sous-estimé. C'était un génie. Entrepreneur, Ah, mais tout. grand sportif, acteur, politicien. Investisseur immobilier, mais Schwarzy c'était quelqu'un de supérieurement intelligent. Et même les gens qui l'ont côtoyé quand il était gouverneur, ils l'ont dit, c'était quelqu'un de supérieurement intelligent qui comprenait très vite. Et il est devenu millionnaire dans l'immobilier avant d'être célèbre au cinéma. Il est arrivé aux États-Unis avec sa chemise et 20 dollars et il a réinvesti tout l'argent qu'il gagnait dans le culturisme, dans les compétitions et dans les sponsorings de matériel dans l'immobilier. Et il était millionnaire avant même d'être... on en reparlera quand on parlera de l'entrepreneuriat. Mais donc voilà, tout ça pour dire que d'un point de vue neuroscientifique, soit tu as la stratégie de penser à autre chose pour t'évader de la douleur. Et là, on est plus sur les efforts un peu plus longs. Ouais, les planques aussi, voilà, tout ça. Les trucs de... isotoniques, hein, en Course à général. pied, quand tu vas courir, tu sais de pas trop y penser. Voilà, exactement. En course à pied, tu essaies de te projeter en dehors de ton corps, en fait, tu essaies d'être absent. Et ce qui demande un vrai effort mental. Hein. Tu vois, tu es à l'opposé du mythe du monsieur muscle débile, etc. Ça demande une rigueur mentale d'être en quelque sorte projeté en dehors de ton corps, de ne plus sentir ton corps. Comme ça, du coup, tu fais abstraction de l'effort. Mais effectivement, quand tu es en situation de répétition courte, là, il y a un côté presque jeu vidéo, en fait. Donc, dans ce cas-là, c'est les circuits dopaminergiques, c'est la récompense. Tu fais le geste comme tu devais le faire et ton corps te récompense pour ça. Tu assimiles l'effort à la récompense, quoi. Oui, dans cette situation-là. Ouais. Parce que c'est pas un effort qui va te brûler, c'est pas un effort... T'as pas le temps de trop réfléchir non plus. Voilà, en fait, t'as pas le temps d'avoir cet instinct de préservation de ton esprit, de ton cerveau qui te dit pourquoi tu fais ça. Tu sais, à bout d'un moment, c'est comme Ali l'explique quand il est face à Joe Frazier à Manille, ils font 15 rounds. Il fait 35 degrés, les mecs ils ont fini à l'hosto tous les deux après en termes de déshydratation, pas seulement pour les blessures physiques mais physiologiquement ils ont fini à l'hosto. D'ailleurs il a dit on est rentré à Manille jeune et fringant, on est sorti, on était des vieillards. Donc là il y a ton corps qui te dit pourquoi tu fais ça. Et Mike Tyson d'ailleurs, qui est un énorme admirateur d'Ali, il a dit plusieurs fois jamais je battrai Ali, c'est impossible jamais j'aurais pu battre Ali. Il a dit personne ne bat Ali. Mike Tyson plusieurs fois il a dit ça, même quand on lui a demandé, Tyson Fury, les mecs actuels, il a dit personne ne bat Ali à son sommet, arrêtez de rêver les mecs. Et il a dit clairement, Tyson, Ali, c'est un tyrannosaure avec une belle gueule, parce qu'il avait une gueule de mannequin étant jeune, mais il est prêt à crever pour ça. Ali, la douleur, il fait partie de ces gens qui étaient justement capables d'être tellement dans l'abstraction de tout ce qu'on appelle les nocicepteurs, donc les récepteurs de la douleur. Alors, nocicepteurs, c'est aussi quand tu as une pression trop forte. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est les nocicepteurs, c'est eux qui font qu'un massage est agréable. Si tu masses les pieds, les mains, c'est les nocicepteurs. Donc quand ils sont stimulés correctement, ils font du bien. Quand ils sont stimulés au-delà du seuil de douleur, ça devient douloureux. Et en fait, tu as cette nociception en général à la boxe, tu as les neurones miroirs, tu as la peur, tu as tout. Et Tyson disait, moi, je crois que je suis un bad boy et tout, mais Ali, le mot qu'il utilise d'ailleurs, c'est outshine, c'est-à-dire il brille plus que moi, parce que lui, il était prêt à crever pour ça. Il abandonnait jamais, et il fait partie de cette élite, parce qu'à l'époque, en plus, il faisait 15 rounds, aujourd'hui c'est 12 rounds, on a réduit justement. Il fait partie de cette élite des sportifs, des athlètes, parce que c'est un athlète quoi. D'ailleurs, en termes de perfection physique, son docteur disait, il avait dû une fois être opéré d'une hernie hiatale, et son docteur disait, ça m'a fait mal de l'ouvrir au scalpel, parce que c'était la perfection anatomique. Tu vois. Il a dit vraiment ça. J'ai vu son abdomen, je m'en suis voulu, j'avais l'impression d'abîmer une statue, il a dit son médecin. Et donc voilà, Tyson dit, Ali, il fait partie de cette élite avec Rocky Marciano aussi. Tu regardes la vidéo, mais quand il a gagné contre Jersey Joe Walcott, il a le nez ouvert en deux. Son nez, c'est split quoi.
Et il est là, il sourit, tu sais, tranquille. Il fait abstraction de la douleur. Voilà, il est dans l'abstraction de la douleur. Alors là, tu es sous endorphine et tout. Heureusement, ton cerveau, il t'aide. Hein, comme dit Sadhguru, et c'est correct neuroscientifiquement. D'ailleurs, tu as des neuroscientifiques qui aiment beaucoup Sadhguru, comme Stephen Lorais, qui est un très grand neuroscientifique et qui échange souvent avec Sadhguru sur la conscience. Et Sadhguru te dit le corps est la meilleure usine chimique du monde, et il a raison. Le corps est capable de t'envoyer des endorphines, des endocannabinoïdes. On a des récepteurs aux cannabinoïdes parce que notre corps produit des cannabinoïdes. Et donc, il peut t'envoyer ça pour te faire abstraction de la douleur. Mais ça nécessite un niveau de méditation ou de pratique ou de répétition qui est hors norme. Et je te dis, ça, c'est l'élite de l'élite, des mecs comme Ali, des mecs... Tout le monde paraît surmotivé, nous on se rend compte même pour des trans où tout le monde te dit, moi je suis quelqu'un qui l'a jamais et tout, mais comme tu dis, là on touche le 0,0001% de la population qui a une vraie détermination. Moi je vois en muscu, comme tu dis, les efforts courts, c'est facile. Et on s'amuse à tenter des marathons. Et bah, je veux dire, même au 40e kilomètre, comme si je me disais, mais j'arrête, pourquoi je fais ça? J'ai mal au genou, j'ai mal au mollet. Il y a ton corps qui te dit pourquoi tu fais ça. Alors que tu aurais dire, mais t'es con, il te reste 2 kilomètres. Mais je voulais arrêter. Et je veux dire, j'ai fini. Et à la fin, t'es content, mais je veux dire, cette douleur à te dire pourquoi. C'est vraiment, t'as ton instinct de survie, en fait, qui veut t'arrêter. Et c'est ça, les grands, les immenses athlètes, ils ont justement cette capacité à aller contre. Et t'as plein de façons d'obtenir ça. Et tu le vois dans plein de rituels initiatiques des Indiens, tu vois. Entre les rituels initiatiques tribaux en Afrique, où ils te mettaient des boulettes ants, donc ça ils te font un gant avec des feuilles de je sais pas quoi, bananier, j'en sais rien, et ils enfument des fourmis. Ah, la fourmi mitraillette là. Voilà, en fait, il faut comprendre un truc, tu as une échelle. C'est comme tu as l'échelle de Scoville. L'échelle de Scoville, c'est pour les piments. Donc c'est un mec, il est Scoville, il a goûté des piments, il a fait une échelle. Alors je sais plus je crois que c'est le Ghost Pepper qui est genre au sommet absolu, et là tu pleures. Et puis tu as la même échelle, j'ai oublié son nom, mais tu as la même échelle pour les animaux, pour les insectes. Pour les douleurs. Et donc le gars, il s'est fait piquer par tous les insectes qu'il a pu. Et comme il goûtait des vins, tu vois. Il s'est fait piquer par une abeille. Alors, l'abeille, le pire, c'est la fourmi. Je crois que l'abeille, c'est 1, tu vois. Et la fourmi mitraillette ou la boulette ant en anglais, c'est 4,5 ou 5, et c'est sur une échelle plus courte. Et là, donc, tu as ce rituel initiatique en Afrique où ils te font un gant complet, ils te mettent tout le bras, et avec que des fourmis d'art orientées dans le gant. Et tu dois chausser ça. Et tu dois... oh putain. Tu dois... Je me suis imaginé en fait, c'est-à-dire que tu rentres la main, ça t'a déjà piqué, tu dois avoir la motivation jusqu'au biceps, pour aller. Et le but, c'est parce que tous les gens qui se sont fait tatouer la face interne, ils savent que ça fait très mal. Mais là, c'est toutes les fourmis. Dans les pommes. Alors justement, le but, c'est de ne pas tomber dans les pommes, sinon tu as raté l'épreuve. Donc, voilà. Et là, après, il rentre dans une sorte de transe. Parce que, en fait, là, ton cerveau, il a balancé. Ton cerveau, il croit que tu es mort, déjà, pour commencer. Donc, c'est une expérience de mort imminente. Et donc, tu rentres dans une sorte de transe où tu flottes, où tu es dans la sortie du corps, etc. Et c'est pour ça qu'ils le font, c'est une expérience chamanique. Donc, voilà, t'as d'autres rituels initiatiques qui étaient d'ordre marathonien, tu sais, chez les peuples, les Toltecs d'Amérique du Sud, où là, en plus, tu sais, haute altitude, donc tu t'essouffles facilement. Hein. Donc, ils ont une hématocrite de malade, je sais pas, 0,4 et tout. Enfin, voilà. Alors, comme je te disais, leur sang, c'est de la pâte à crêpes à la fin. Donc, tu as plein de rituels initiatiques comme ça, mais dans tous les cas, ça ramène à ce que tu disais, c'est-à-dire que tu dois te confronter avec ta petite voix intérieure qui te dit arrête, pourquoi tu fais ça, c'est quoi l'intérêt? Et quand tu vois que même un mec comme Joe Frazier, qui était donc la némésis de Mohamed Ali, il a abandonné, enfin, c'est pas il a abandonné, c'est son corner qui a jeté l'éponge, parce qu'il avait les 2 yeux fermés, Ali lui avait... Mais lui, il était là, il disait je le veux, boss, je le veux, tu vois. Et, non, arrête tes conneries, c'est 14e round, maintenant tu te calmes et tout. Donc voilà, ça, c'est, d'un point de vue neuroscientifique, c'est assez mystérieux, le mécanisme qui te permet d'affronter tous ces instincts de survie, tous ces agrégats qui sont là pour éviter que tu te tues au sport. Mais on sait qu'ils sont parfois contournés quand tu es dans un état de stress intense, donc avec notamment la réaction fuir ou combattre, hein, qui est médiée par la noradrénaline, donc c'est le système vagal, le système parasympathique. Fuir ou combattre, c'est un système que tu as chez les poissons, c'est un système que tu as, c'est très ancien dans l'évolution, ouais, c'est ça. Et donc fuir ou combattre, c'est quoi l'idée? C'est un système de protection où, soit, imagine, tu as un Doberman en face de toi, soit tu peux te barrer, alors tu auras envie de te barrer, mauvaise idée avec un Doberman, mais ton corps va te dire d'essayer quand même, soit il y a tes enfants derrière. Et là, tu vois, par exemple, tu avais un fait divers il n'y a pas longtemps, un mec, il a buté un puma à main nue. Voilà.
Ouais, il a buté un puma, man. Il était c'est quoi, c'est des enfants derrière lui? Alors, je sais plus ce qu'il avait motivé derrière, ça devait être son fils, un truc comme ça. Ouais. Voilà. Bon, et justement, d'ailleurs, quand il y en a eu il y a pas longtemps avec un crocodile, je sais pas si vous l'avez vu. Ah non, celui-là, j'ai pas vu. Ouais. Un mec dans une réserve, le crocodile a commencé à arriver, le mec de la réserve. Il l'a démonté, ouais. Et donc, il lui a fait peur, quoi. Bah, Ils ne sont pas battus, parce que je pense que. Ah, mais tu peux toujours avoir une chance. Par exemple, tu avais un oncle en Australie, son neveu s'était fait bouffer le bras, il a tapé un requin, un bulldog. Bon, un requin bulldog, c'est un des requins, c'est le requin qui fait le plus de morts par an. Chez les requins, c'est le bulldog, c'est pas le requin blanc, c'est pas le requin tigre, c'est le bulldog. Bah, il a mis un pain au requin bulldog pour récupérer le bras. Donc, en fait, on a fait des analyses psychologiques, tu sais, à l'armée, pour essayer de comprendre, parce que en fait, tirer pour tuer, c'est très dur. Heureusement d'ailleurs, parce que toute la société t'apprend à juste titre que la vie c'est sacré, qu'il faut pas tuer les gens, c'est mal. Et après on te met un fusil, on te dit va tirer pour tuer. Et ils se sont rendus compte que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, t'avais des cas où t'avais des soldats qui se croisaient et ils tiraient pas. Ça, ils étaient fatigués ou quoi, ils voulaient pas rentrer en situation de combat. Alors, et c'était fréquent. Et puis après tu voyais aussi des cas de gens qui tiraient mais ils tiraient à côté. Et délibérément, ils ne voulaient pas être responsables de la mort de quelqu'un. Et on a fait donc des analyses sur c'est quoi le profit de quelqu'un qui tire pour tuer. Notamment, ils ont fait ces stats chez les gens qui avaient reçu la Victoria Cross, qui est la plus haute décoration britannique. Et ils se sont rendus compte que tu avais globalement deux profils. Les psychopathes, eux ils s'en foutent, c'est des psychopathes, ils s'en foutent de tuer. Et parmi les héros, tu avais ceux qui protégeaient quelqu'un. Donc souvent, ils avaient un profil de type qui avait été grand frère et qui avait dû s'occuper de leur petit frère tôt, qui avait dû protéger, donc responsable. Et ces gars-là, ensuite, quand ils arrivaient à l'armée, ils voyaient le reste de leur brigade ou de leur régiment comme la famille. Et donc du coup, c'était genre, ils tiraient pas par haine, ils tiraient par amour en fait. Ils tuaient parce qu'ils savaient que sinon leurs camarades allaient mourir. Et tu as eu comme ça la sniper russe la plus décorée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle était infirmière et on lui demande comment tu es devenue sniper. Elle a dit c'est très simple. Une fois, vous savez, le front en Russie est très proche, donc on pouvait voir de loin. Et une fois, je les ai vus prendre des gamins et les pendre. J'ai vu les nazis prendre des gamins et les pendre. Bon, j'avais vu ce petit gamin, il voulait vivre. 1 heure plus tard, il se balançait au bout d'une corde. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu une machine à tuer. Et voilà. Donc tu vois, la psychologie, qu'est-ce qui fait que tu peux atteindre des sommets, parce que c'est physique, mais ce qui fait que tu peux atteindre aussi des sommets de performance physique, c'est ça, c'est ce mécanisme fuir ou combattre, noradrénaline, adrénaline bien sûr, cortisol, hormones de stress, et après même tu peux avoir donc des hormones euphorisantes, type endorphine, etc., qui te font oublier la douleur. Tu sais, des gars qui se battent avec une balle dans le ventre ou quoi, et ça, tu l'as dans le sport quand tu le pratiques à un très haut niveau. Et là, on parlait aussi en off, tu nous as dit un truc intéressant, parce que nous, on avait vu un peu ça, que des fois, tu as des gens qui développent une force un peu surhumaine dans certains cas. Et je me disais, c'est vrai que nous, quand on s'entraîne, tu essaies de dire, vas-y, si je fais pas ça, par exemple, je vais me faire très mal, il va m'arriver une dinguerie, ou tu vois, tu essaies de te motiver comme ça. Si je pousse pas la barre, mes enfants vont être en dessous. Je vais pas parler des enfants, ça allait trop loin. T'as un gain de performance si tu fais ça. Mais tu nous disais que ça peut aller tellement loin, en fait, que ton système musculaire est plus fort que ton système osseux et que tu peux te blesser, te péter un os. Arracher des tendons, donc tu peux te péter un tendon, tu peux t'arracher des ligaments, tu peux t'arracher une coiffe. Par un effort musculaire trop intense, c'est possible. Et en fait, on le voit dans le tétanos et dans le botulisme, dans toutes les maladies où tu as des spasmes musculaires. La ciguë aussi, tu vois, Socrate, on l'a condamné à mort en buvant de la ciguë. Quand tu buvais de la ciguë, tu avais des contractions musculaires intenses et tu pouvais mourir de la colonne vertébrale pétée. Et parce qu'en fait, tes muscles sont effectivement plus puissants que ton système osseux, que tes ligaments. Tes ligaments, le corps est bien fait, ils sont faits pour soutenir tes efforts délibérés. Pas tes efforts d'état de choc enfin pas d'état de choc dans le sens hypotension artérielle, mais tes efforts de stress ils sont pas tes ligaments, tes tendons, ils sont pas faits pour ça. Ils sont pas faits pour ce type d'effort. Si tu produis ce type d'effort, genre la mère de famille qui va soulever une bagnole pour faire sortir son gamin, tu peux te détruire complètement les articulations. À ce moment-là, tu t'en fous, mais ouais. Oui, à ce moment-là, tu es sous endorphine, tu es sous cortisol, tu es sous adrénaline. Tu es dans un état. En fait, tu es littéralement sous amphétamine. Parce que tu as aussi des amphétamines endogènes en fait, qui sont libérées, donc tu te rends pas compte de ce que tu fais. Mais bon, derrière, tu auras des séquelles, tu te seras peut-être niqué complètement, tu t'en rendras pas compte. C'est pour ça aussi que souvent les gens dopés,
ils développent beaucoup leurs muscles, mais les tendons ne suivent Ah oui, pas. tout à fait. Ça se développe pas aussi Ils vite. prennent Tout à fait, la force et c'est très souvent qu'il y a des gens dopés qui se font des insertions, qui se pètent des tendons. C'est pour ça qu'on leur Souvent, recommande de gainer par ou de exemple, faire les des... biceps, tu vois. Biceps, ça saute à chaque fois. Ouais, biceps ça saute à chaque fois parce que les mecs au soulevé de terre ou même en biceps ils vont prendre des charges que musculairement ils arrivent à soulever mais les tendons ils n'ont pas réussi à se... c'est pour ça que normalement les vrais entraîneurs qui suivent ces gens-là, normalement ils leur recommandent de prendre du cartilage de requin, des collagènes, des bonbons Haribo. À la limite, quand tu récupères d'une fracture, les bonbons Haribo c'est pour de vrai, hein, ça t'aide parce que quand tu te fais une fracture, en fait au départ tu as un cal de collagène qui se forme autour de l'os, autour de la fracture. Donc tu consommes beaucoup de collagène, ton produit, tu consommes beaucoup de collagène quand tu... Non, ça se fait beaucoup en complément aussi. Ouais, bien sûr, tout à fait. Mais en fait, ce qui est assez con, c'est que c'est des compléments assez chers, alors qu'en fait, des bonbons Haribo, c'est des collagènes, quoi. C'est plus kiffant à manger. Ouais, bon après, t'as le sucre, mais bon, cela dit, si tu prends, tu sais, des bonbons Haribo édulcorés, t'avais un commentaire sur Amazon qui était devenu légendaire d'un pauvre étudiant qui avait acheté des bonbons Haribo avec des alcools de sucre, tu sais, érythritol, xylitol, tout ça. Quand t'en prends beaucoup, c'est laxatif. Et donc le pauvre gamin, il avait pris ça avant ses examens et il explique comment en plus il avait pas le droit d'aller aux toilettes à cause de la triche et tout. Il te décrit, c'est devenu un mème le truc, il a fait des dizaines de milliers de vues sur Amazon et Haribo a dû retirer cette marque de bonbons Ah non, le mec c'est trop marrant, il te décrit ça, il te dit écoutez voilà ma sensation, j'avais l'impression que c'était les orques du Mordor qui frappaient à la porte. Et à la fin, il a dit genre j'en pouvais plus, je suis allé aux toilettes, j'avais l'impression en plus le soleil brillait sur les toilettes et tout. C'était le moment alléluia, etc. Et il te dit, ça m'a vraiment trop marqué, il te dit j'ai évacué l'âme de ces nounours damnés des enfers et tout. Bah bon bref. Donc prenez pas des nounours édulcorés en trop grande quantité. Si vous voulez du collagène, vous allez devoir en prendre avec du vrai sucre aussi. Mais bon. Les bons conseils d'Idriss Aberkan, on est bien. Du coup, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu des bienfaits du sport, mais d'une manière générale, pour commencer, et dans un deuxième temps, sur le cerveau vraiment particulier? Bah alors, tu vois, les causes de mortalité dans les pays riches, c'est cardiovasculaire en majorité. Donc, cardiovasculaire, donc hypertension artérielle, et puis bien sûr athérosclérose, etc. Donc les artères bouchées, cholestérol, ce que tu veux. Mais il y a l'OMS qui a partagé un chiffre, alors je ne sais pas vraiment sur quoi ils se sont calés, tu vois, mais il disait que la 4e cause de mortalité dans les pays développés, c'est le manque d'activité physique. Oui, en fait, c'est peut-être même que c'est plus que la 4e, ça dépend comment tu comptes. Voilà, ça dépend. C'est-à-dire que dans les trois premières causes de mortalité dans les pays riches, l'activité physique a un effet préventif, voire curatif. Ah, donc la malbouffe. Voilà, malbouffe, et donc maladie cardiovasculaire, hypertension artérielle, etc. Ouais. Et donc, tu prends par exemple le stress chronique. Alors dans les villes, tu as la pollution sonore. Et tu as des endroits où la pollution sonore est très marquée. Tu as Malte, par exemple, l'île de Malte en Union Européenne, est considérée comme le membre de l'Union Européenne qui a le plus de pollution sonore. Ouais, et c'est dû à la culture des mecs qui s'en branlent du bruit, quoi, de chauffer leur bagnole sous tes fenêtres ou quoi, ils s'en foutent complètement. Et t'as des cultures comme ça où les gens ils s'en foutent du bruit, quoi. Donc, ça sent le voisin qui t'a énervé. Attends, quand je vivais à Montmartre, il y avait effectivement un bâtard qui faisait chauffer sa moto sous mes fenêtres à 4h du mat tous les matins. Je pouvais rien faire. Oui, ça m'a saoulé. Et ça te bousille ta santé cardiovasculaire très vite. Hypertension, problème du cycle des rythmes circadiens, troubles du sommeil. Parce que normalement, tu vois, quand tu as un bon cycle, par exemple, je sais pas, tu es allé couper du bois ou taper dans un pneu. Taper dans un pneu, c'est l'équivalent de couper du bois. Donc les boxeurs, ils s'entraînaient en coupant du bois beaucoup. Foreman, qui était très fort, il disait couper du bois, ça t'entraîne. Voilà, ce que tu vois dans le Rocky, mais en fait, c'est un vrai entraînement. Par exemple, Ernie Shevers, c'est un des boxeurs qui tapait le plus fort, avec Foreman et Liston. Ernie Shevers, Ali a dit, il m'a tapé tellement fort qu'il a retourné mes ancêtres en Afrique. Et ben, Ernie Shevers, t'as un autre, je crois que c'est Jim Tillis qui disait, Ernie Shevers tape tellement fort qu'il peut transformer la piste de cheval en diesel. Ernie Shevers, quand on lui demandait où il avait eu sa force, il disait j'ai beaucoup coupé de bois, j'ai beaucoup fait de... Et si vous n'avez pas de bois à couper, l'entraînement équivalent, c'est le fameux tapage de pneus aujourd'hui que tu vois dans les centres de MMA. Il va revenir dans un mois, on a rentré les pneus parce qu'on on a des mains comme ça. Ah non, mais c'est un très très bon exercice pour le dos, il faut juste faire gaffe à ses lombaires évidemment. Et en fait, il faudrait le faire avec la ceinture. Normalement, moi je ne recommanderais pas de le faire sans la ceinture, tu sais, de débardeur, là, la ceinture des bagagistes. Maintien, voilà, la ceinture de maintien. Ceux qui le font sans
sens, pour moi, c'est des gars très bons. Mais n'importe qui, genre, mets la ceinture de maintien de base si tu fais cet exercice-là, cherche pas à comprendre. Non, mais du coup, est-ce que tu renforces tes muscles lombaires qui te soutiennent mais tu dis, t'entraînes bien la personne que tu coaches, tu lui dis, fais-le en isotonique, tu lui fais faire des planques avant, tu lui fais pour qu'il les sente. Tu lui dis contracte-les. Je veux juste que si tu oublies de les contracter, t'es rien à la. Voilà. C'est si tu oublies. Mais bien sûr, tu lui dis tu vas le faire, fais-le, parce que sinon tu vas pas t'entraîner effectivement les muscles de la posture. Mais donc quand je parlais de la force, attends, pourquoi je te parlais de ça du coup? Oui. Sur les maladies cardiovasculaires, et en fait, normalement, quand tu t'es bien défoulé, tu as un taux de cortisol élevé le matin et faible le soir. Donc cortisol, hormone de stress, qui est associé à tous les risques cardiovasculaires, hypertension, chronique, etc. Et normalement, tu as mélatonine élevée le soir. Ça, c'est le rythme. Tu vois, les gens qui sont dans la nature, etc., qui se couchent avec le soleil. Mélatonine élevée avant de se mettre au lit et cortisol élevé le matin. Donc c'est là que tu te réveilles en pleine forme, t'es pas fatigué, tu te réveilles normalement. Et évidemment, on a une épidémie de troubles du sommeil, hein, c'est ça, parce que 75% de la population mondiale bientôt vivra en ville, et les villes sont des machines à niquer ton rythme du sommeil. Parce qu'elles te mettent en état de stress tout le temps, tu conduis, t'as les klaxons, t'as les bruits, puis t'as les lumières artificielles et tout. Donc les villes sont des machines à bousiller ton rythme de sommeil. Et du coup, le sport est une façon de rééquilibrer ça. est une façon, notamment avec des sports qui vont t'épuiser physiquement, puis aussi des sports qui vont te faire passer du chaud au froid. C'est très bon pour se fatiguer, ça. Quand tu as pris un coup de froid et que tu rentres au chaud, là ton corps se met en état de léthargie et t'incite à te reposer. Donc des sports en particulier, si tu peux les pratiquer soit dans une salle froide, et ensuite les Romains comprenaient ça, t'avais du chaud et du froid, tu passais du plus froid au plus chaud et après tu revenais au froid. Voilà. Et donc tu avais le tépidarium qui était la zone tiède, tu avais le frigidarium qui était la zone froide, etc. Tu avais le caldarium qui était la zone chaude. Ils avaient parfaitement pigé ça et c'était très bon pour la frigidaire. Ils sont... Ouais, frigidaire ça vient de là, frigidaire, frigidarium. Donc tu avais cette compréhension, cette connaissance de l'exercice physique et puis de l'importance notamment pour ton stress, etc. Donc les bienfaits du sport, c'est notamment ça. À savoir donc la gestion du stress et la prévention des risques cardiovasculaires face à, aujourd'hui on est dans le tertiaire, c'est des métiers de bureau, etc. Donc tu as aussi des problèmes de posture liés au bureau, l'ergonomie au travail. Tu sais, normalement on devrait avoir, si vous êtes sur un ordinateur portable, vous devriez l'avoir comme ça, avec le clavier voilà, surélevé et puis l'écran vers vous. Et donc puis après tous les problèmes du canal carpien aussi. Donc c'est parmi les bonnes activités. Les activités anti-stress, tu as le cheval aussi. Tu m'as dit que ta fille en faisait, c'est une activité qui est... J'ai reçu une vidéo tout à l'heure, elle était sur un poney. Ouais. Qui est reconnue d'être déstressante, etc. Qui produit... En fait, c'est pour ça que tu as des bars à chats. Est-ce que c'est un rapport avec l'animal? Oui, c'est pour ça que tu as des bars à chats au Japon. C'est parce que tu as des gens qui n'ont pas de quoi se payer un chat, parce que c'est au Japon, 30 000 € le mètre carré, tu as un petit appart à la con. Donc tu veux avoir les bénéfices d'un animal de compagnie, tu descends dans un bar à chat et tu vas caresser un chat, ça augmente ton ocytocine. Donc il y a une hormone qui contre bien le cortisol, l'ocytocine. Nous on a fait un bar à serpent. Ouais, bien faire paniquer des meufs. Ah mais c'est tout doux un serpent, t'as vu hein, c'est un peu froid. Tu sais, on le tenait comme ça, il se met face à toi et te regarde, tu te dis bah, c'est vicieux. Ah bah ouais, c'est un prédateur, hein, il est là pour tuer des gens. Mais les serpents dans beaucoup de cultures c'est des animaux sacrés. Chez les Indiens, chez les yogis, le serpent c'est un animal sacré. Beau quand même la manière dont ça bouge et tout, c'est beau, c'est élégant quand même ça. C'est sûr quand tu le nourris, tu lui donnes un campagnol surgelé, c'est pas un truc déstressant quoi. Tu vas le voir alors qu'un petit chat, voilà, tac tac. En fait on sait que par exemple. Le chat c'est un des animaux les plus cruels qui existent. C'est vrai, c'est un des animaux qui tue le plus. Il est responsable de perturbation des écosystèmes dans le monde à cause de ça. Mais tu prends par exemple le chant des oiseaux, ça déstresse beaucoup aussi. Donc t'imagines par exemple faire un petit jogging dans la forêt. Parce qu'en fait, on serait vraisemblablement, on aurait évolué pour, tu sais, quand les oiseaux s'arrêtent de chanter d'un coup, en général, c'est qu'il y a un danger, tu vois. Donc, en fait, on a la génétique des chasseurs-cueilleurs. Ouais, voilà. Du coup, on aurait évolué effectivement pour avoir un stress, enfin, être déstressé quand on entend les oiseaux chanter, se relaxer. Que tout va bien, quoi. Ouais, donc voilà parmi tous les bienfaits du sport, tu vois. Footing quand il fait frais, ouais. Au chant des oiseaux. Ouais, ça c'est. Et là, tu rentres chez toi, tu te mets au chaud et t'as envie de dormir. Parce que plus dans le footing frais, idéalement, si t'es dans un sous-bois ou quoi, t'as aussi moins de pollution atmosphérique, de particules fines, etc. Donc t'as tous ces avantages. Sinon, t'as la piscine aussi, hein, pour le cardiovasculaire, vraiment excellent. Et pareil pour le stress, la piscine, donc voilà, le cheval aussi.
taper dans un sac, honnêtement. Les frustrations de la journée, surtout si tu as des problèmes de violence, par exemple. Dans la conférence que j'avais faite chez vous, j'avais parlé de c'est le recordman du jab le plus rapide du monde. Il n'est pas boxeur, mais il avait un syndrome Gilles de la Tourette et il avait en plus de son syndrome Gilles de la Tourette des pulsions de violence qu'il n'arrivait pas à canaliser. Et du coup, il a appris à les canaliser en essayant de battre les records de vitesse de jab. Et il a eu le Guinness du jab le plus rapide. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes de gestion de la colère, de gestion de la violence, et tu vois, imagine ton boss te fait chier, t'as eu une sale journée et tout, taper dans le sac. Il faut de l'impact, quoi. Ouais, taper dans le sac. Et tu peux même, vraiment, il n'y a pas de honte, mais tu mets le portrait de ton boss sur ton sac. Il y a aucune. Je fais pas ça aussi. Regarde, vidéo là, vous mettez pas vos. Il est satisfait dans là. Tu sais, le Bob là, tu sais, le mec du MMA, le buste là qu'ils achètent. Tu peux vraiment lui mettre des masques en plus. Ouais, bien sûr. Bah, sans déconner, c'est recommandé par tout un tas de thérapeutes aux États-Unis. Donc c'est quelque chose qui peut réduire votre stress et des problèmes cardiovasculaires et des problèmes de gestion de la colère. Mais en plus, on dit nous dans des cours, dans le programme Wolf, tout ça, bon, il y a, tu sais, du cardio-box, c'est-à-dire il n'y a pas d'impact, c'est dans le vide, mais on leur dit bien, imaginez quelqu'un que vous détestez, que vous avez envie de frapper sur le moment. C'est une catharsis, ça fait vraiment du bien et ça fait partie des bienfaits psychologiques du sport réellement. Et donc c'est quoi en fait toutes les substances qui sont libérées, qui sont bonnes, on va dire, pour notre santé quand on fait du sport? Comme je te disais, sérotonine, endorphine, dopamine aussi. Dopamine quand elle est libérée naturellement, surtout pour l'avantage de l'activité physique. Tu vois, la dopamine est libérée quand tu gagnes de l'argent au casino, quand tu joues aux jeux vidéo, quand tu as un orgasme, ou j'en ai oublié un, quand tu fais du sport déjà. Quand tu apprends, c'est ça. Si tu fais l'amour devant une table de blackjack en jouant à Super Mario, pendant que tu mets des pains dans un punching ball. Mais en fait, du coup, c'est pour ça que les personnes traitées pour une maladie de Parkinson, elles ont des addictions supplémentaires parce que tu dois prendre de la lévodopa quand tu as la maladie de Parkinson, c'est un précurseur de la dopamine et ça fait que quelqu'un qui est traité à la lévodopa, tu dois lui interdire les casinos, tu dois lui interdire les jeux vidéo autant que possible, ce qui va devenir accro très vite. L'avantage de la dopamine qui est libérée en exercice physique, c'est que là, tu as un régulateur, tu as un contrepoids qui est de ta fatigue. En fait, tu vois, de la dopamine qui est libérée quand tu joues aux jeux vidéo ou quoi, tu vas passer toute la nuit en fait. Parce que t'as pas de contrepoids physique. Mais c'est pour ça que moi j'adore m'entraîner avec cette application de boxe Thrill of the Fight. C'est un jeu vidéo. Donc tu as la dopamine du jeu vidéo, quand tu as réussi à bien placer un bon crochet du gauche et tout, tu as la dopamine, tu vois, en plus tu as le son, ça te dit que tu as fait un impact, tu vois le mec et tout, mais en même temps à la fin tu es crevé, tu peux pas passer une nuit à faire ça. Donc voilà, ça c'est l'idéal parce que tu sens pas trop l'effort parce que tu es pris dedans. Alors ça peut être valable aussi avec quelque chose qui est pas virtuel, comme du foot, comme tu vois. Et c'est pour ça que le Zumba Fitness a été inventé aussi, c'est pour te sortir de la douleur. C'est important aussi pour les gens qui nous regardent et qui ont grave du mal à se mettre au sport, de faire en fait un sport où vous n'avez pas l'impression d'en faire. C'est ça. Vraiment vous kiffez. L'idéal, c'est ça. C'est que tu aies d'où le buzkashi dont je vous parlais tout au début. C'est les sports soit rituels, soit amusants, etc. C'est que tu te rends pas compte que tu es en train de pratiquer un effort physique et tout, et qu'il y a un objectif qui fait que tu oublies. Parce que tu vois, si tu veux faire maigrir quelqu'un, tu peux lui faire des tours de terrain de foot, mais au bout d'un moment, il va se dire pourquoi je fais ça. Si tu lui fais faire une partie de foot, le moment où il va se dire pourquoi je fais ça va être repoussé de 30 minutes, quoi. Et c'est valable pour tous les sports. Donc moi j'adore cette application Thrill of the Fight, je gagne pas d'argent avec eux, mais vraiment je fais mon entraînement comme ça parce que tu as la dopamine. Donc la dopamine c'est l'ami du corps humain normalement, hein. C'est juste qu'on peut la court-circuiter avec des molécules comme la cocaïne. Donc la cocaïne libère de la dopamine pure, c'est pour ça qu'elle est si addictive, c'est parce qu'en fait la dopamine, elle t'envoie le plaisir direct sans aucun effort. Et c'est pour ça que la dopamine est aussi addictive, voire plus addictive que l'héroïne. Si tu veux, quand tu fais du sport, tu as de la dopamine qui est libérée. Et donc, tu as aussi de la sérotonine, tu as aussi de l'ocytocine si tu as dans différentes situations de contact, notamment avec les animaux comme l'équitation. C'est l'hormone des câlins. Voilà, c'est l'hormone du contact physique, de la confiance aussi. C'est l'hormone qui est libérée par la mère et l'enfant quand elle allaite. Donc l'enfant libère de l'ocytocine et la mère aussi. C'est une hormone qui crée de la confiance. Donc il y avait des manipulateurs qui utilisaient des sprays à l'ocytocine. C'est une technique de la CIA et tout, d'utiliser des sprays à l'ocytocine pour encourager la confiance vis-à-vis d'une cible, etc. C'est des vraies méthodes de manipulation qui ont existé et qui existent encore d'ailleurs.
c'est intégré dans tout un truc, c'est pas juste tu mets le spray et ça marche, hein, mais c'est intégré dans un truc plus général. Ça, on en parlera. Je pense qu'il peut y avoir des sons, il peut y avoir des... Oui, tout à fait. Des méthodes pour briser la glace, par exemple, c'est si tu mets en arrière-plan le son d'un truc très particulier qui est associé à l'enfance de la personne. Tu vois, par exemple, un jeu vidéo auquel il jouait, etc. Là, mais limite, qui s'en rend même pas compte, quoi. Idéalement, ouais. Idéalement, si tu le mets vraiment dans le background sans qu'il se rappelle, même consciemment qu'il l'a entendu, là, c'est encore mieux. Bon, on en parlera dans une autre vidéo de ça. Mais donc voilà, le cocktail parmi les cocktails d'hormones qui sont libérés, ce qui est intéressant, c'est que tu as aussi des hormones de stress qui sont libérées quand tu fais du sport, mais comme elles sont libérées en conjonction d'hormones comme l'ocytocine qui donc compte contre le cortisol très efficacement, et tu n'as pas les effets délétères cardiovasculaires de l'exposition chronique au cortisol, etc. Donc c'est ça l'avantage du sport, c'est que c'est un stress contrôlé, puis c'est un stress aussi cellulaire, oxydatif, comme tu sais, tu génères énormément de radicaux libres quand tu fais du sport. C'est un stress contrôlé qui du coup renforce ton corps par ce qu'on appelle le phénomène d'hormèse, où quand tu stresses un système par hormèse, quand tu le stresses dans les bonnes conditions, tu vas le renforcer. Et donc ça ressemble un peu au concept d'antifragilité. Tout à fait. L'hormèse, c'est l'antifragilité. Voilà. Donc c'est le concept qui a été... Et c'est ça la musculation aussi, quand vous allez... pour vulgariser, vous allez vous entraîner, vous cassez des fibres musculaires, elles se reconstruisent un peu plus fortes que la veille, et ainsi de suite. Si vous continuez à vous entraîner, vous allez continuer à progresser. Ça, j'avais kiffé quand tu avais expliqué qu'est-ce qui est fragile, qu'est-ce qui est résilient et qu'est-ce qui est anti-fragile. Donc c'est Nassim Nicolas Taleb, un grand essayiste libano-américain, au départ, il avait découvert ces concepts-là pour la finance. Et il disait, voilà, un système fragile, c'est tu prends un verre d'eau, tu le lâches, il se casse, il est fragile. Si tu le lâches et qu'il se casse pas, il est robuste ou résilient. C'est un verre renforcé, quoi. Mais si tu le lâches et que parce qu'il est tombé, tu pourras le lâcher d'encore plus haut la prochaine fois, il est antifragile. Et tu vois que pour un verre, ça marche pas parce que c'est inerte. Mais en fait, les systèmes antifragiles sont des systèmes cognitifs. En général, c'est des systèmes intelligents. Et donc nos muscles, ça reste des cellules, donc elles ont une véritable intelligence, et donc elles sont capables de se renforcer après un choc. Mais pour autant, tu sais que tu peux aussi trop t'entraîner. L'antifragilité, c'est pas le régime général du muscle. Tu peux aussi avoir tellement entraîné un muscle qui va fondre, ce qu'on appelle la rhabdomyolyse. Voilà. Et la rhabdomyolyse, c'est quand tu t'es surentraîné, et là ton muscle va vraiment se détruire. Et là, tu vas produire un max de cortisol aussi. Ouais, tu vas produire un max d'hormones de stress, exactement, et un max de radicaux libres aussi, de stress oxydatif. Ok. En tout cas, c'était bien intéressant. Moi, je voulais qu'on parle un peu du mythe, parce que c'est connu quand même. Les mecs qui font de la muscu, les gros bodybuilders, pour on va dire une grande partie des gens, c'est des teubés. Ça me fait toujours marrer parce que Platon, ça veut dire l'homme aux larges épaules. Donc Platon, c'était un athlète. Et Platon, c'était un athlète qui était connu pour être très balèze et adorer la culture physique et adorer le sport. T'as un mathématicien, je sais plus lequel c'était, ça devait être Pythagore, mais je sais plus, c'était ou Pythagore ou Thalès. Donc encore avant. Ouais, et qui était champion de pugilat. C'était un boxeur. Donc, je pourrais t'en citer plein des exemples d'athlètes qui étaient de grands scientifiques. Tu as Hubble aussi, Edwin Hubble, le télescope Hubble porte son nom, c'est lui qui a découvert l'expansion de l'univers, c'était un immense physicien. C'était un athlète, je crois qu'il avait été champion local de saut en hauteur et tout. Donc ça c'est un mythe plutôt récent en fait. Hein. C'est pas récent et plus axé bodybuilding que. Ouais, je crois que c'est quand même pour tous les sportifs un peu. Oui, mais c'est. Par exemple. Peut-être, oui, tu as raison, peut-être foot aussi, mais d'une façon générale, c'est pas un mythe qui existait à la Renaissance. À la Renaissance, tu avais vraiment l'idée que l'homme complet de la Renaissance, il fallait qu'il soit athlétique, c'est dans la mesure de ses capacités. Si génétiquement, il les avait pas, fallait qu'il essaie de faire de son mieux. Et s'il avait une situation de handicap ou quoi, il fallait qu'il s'entraîne sur autre chose, par exemple la mémoire, qu'il devienne un athlète intellectuel. Mais cette notion d'athlétisme, au-delà du corps, c'est-à-dire que si en gros, voilà, tu as une situation de handicap, essaie d'entraîner ce que tu peux entraîner. Et donc, à la Renaissance, clairement, il n'y a jamais eu ce mythe de la culture physique associée à une certaine lenteur ou stupidité. C'est quelque chose de récent, c'est quelque chose qui a moins de 2 générations. Hein. C'est vraiment, ça date des années 50, 60. Tu regardes, c'est dû à quoi? Peut-être à la télévision, tout ça. C'est-à-dire qu'on a vécu aussi une période où ces personnes-là apparaissaient dans des pubs, dans une société de consommation qui était elle-même assez inintelligente en fait. Et donc elles se sont retrouvées associées à une certaine inintelligence. Parce que tu prends la culture physique d'avant-guerre,
avec notamment Marcel Rouet, qui citait Schwarzenegger dans ses ouvrages et tout. C'était des têtes, les mecs. Marcel Rouet, tu lis son livre, c'est intellectuel, quoi. C'est une réflexion. Et tu regardes les premiers culturistes de la fin du 19e siècle, début 20e, c'était des tronches, quoi. C'était aussi souvent des profs de savate et tout, donc escrime, machin. Enfin, c'était des gens qui avaient même une belle plume, qui écrivaient bien, tu vois. Donc, je te parle même pas des athlètes des universités anglaises, à Cambridge, tout ça, où bon, là, t'es cantabridgien, c'est-à-dire t'es étudiant de Cambridge et tu fais de l'aviron. Et c'est sacré pour eux, tu vois, les compétitions pour Harvard aussi et tout. D'ailleurs, tu regardes aux États-Unis. Les compétitions sportives entre universités, c'est ultra respecté. Donc, et puis tu as les bourses, évidemment, pour les meilleurs étudiants qui arrivent. Voilà, tu as des stars, exactement, qui sont recrutés, qui viennent faire du football pour Stanford, pour Berkeley, etc. D'ailleurs, c'est le grand derby de la Silicon Valley, c'est Stanford contre Berkeley, Cal contre les Cardinals. Donc, c'est vraiment un mythe que tu retrouves plus en France et plus en Europe. Alors, aux États-Unis, tu peux le retrouver, mais c'est associé aux prisons, tu vois. C'est genre parce qu'en prison, t'as que ça à faire, donc voilà. Mais c'est vraiment un mythe récent et pendant plus de 4000 ans, ce mythe n'a jamais existé. Je trouve aussi les gens, ils ont toujours l'impression d'être plus intelligents que ce qu'ils sont réellement ou que les autres. Moi je vois, tu sais, on t'en parlait tout à l'heure, tu sais, la télé-réalité qu'on a fait, donc dedans il y avait des petits quiz. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as toute l'équipe de tournage, nous on pose des questions très vite et bien sûr dans le montage tu mets les réponses qui sont marrantes. Quand le mec il te donne que des bonnes réponses. Et moi il y a plusieurs personnes après qui me disaient ouais mais franchement vous avez pris des débiles ou ils ont été nuls et tout. Et en fait je dis regarde, mets-toi là, je vais te poser des questions. Et en fait il répondait pas assez vite ou il me disait ah ouais mais c'est comme ça. Je dis, on oublie que les temps de réaction, bien sûr. Ne pensez pas, c'est sûr que si je te dis cite-moi les 5 continents et que tu prends 15 secondes à me répondre, tout le monde y arrive. Mais je te dis cite-moi les 5 continents et t'as 3 secondes, t'en oublies un et tu te trompes. Tu vois, et puis t'es filmé. En sciences cognitives, les temps de réaction, c'est vraiment la marque de l'entraînement. Quelqu'un qui s'est entraîné, la première chose que tu vois, c'est que ses temps de réaction sont courts. Et c'est pour ça que tu vois, les pompiers, les policiers, les militaires, ils savent qu'en plus, quand tu es en situation de stress, en général, ton corps, ton cerveau, il retombe à la dernière situation d'entraînement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'armée, on t'entraîne en condition de stress. Tu as le sergent instructeur qui te gueule dessus, qui te traite comme de la merde, parce qu'il peut gueuler tout ce qu'il veut, ça sera jamais aussi stressant qu'un obus de mortier qui vient de tomber à 10 mètres, tu vois. Donc cette idée que tu dois être capable de ressortir une routine en te faisant gueuler dessus, en ayant du cortisol à fond, en n'ayant pas dormi, c'est la base de l'entraînement militaire, mais c'est parce qu'en réalité, une fraction de seconde et t'es mort. Et les temps de réaction, c'est la marque de l'entraînement. Yes. Et du coup, maintenant, j'aimerais qu'on dévie un petit peu sur le sujet de l'entrepreneuriat, mais toujours du sport et de l'entrepreneuriat. Comment le sport, d'une manière générale et plus précisément la musculation, peut aider à être un bon entrepreneur. Donc toi, tu es entrepreneur, nous aussi. Alors, tu as plein de bénéfices pour un entrepreneur, mais le premier, c'est la confiance en soi. Quand tu es entrepreneur, c'est essentiel d'avoir confiance en toi. Et si tu regardes tes pompes, même quand tu es en situation de vente, parce que quel que soit ton métier, tu es toujours en situation de vente. Au bout d'un moment, tu dois vendre un truc. Et donc, en tant qu'entrepreneur. Donc, n'importe quelle entreprise, quel que soit son secteur d'activité, au bout d'un moment, il faut qu'elle vende. Et avoir confiance en soi, c'est essentiel pour vendre. Donc, après, tu as aussi, bien sûr, l'évacuation du stress. Entrepreneur, c'est un métier stressant. C'est infiniment plus stressant que d'être salarié parce que l'argent tombe pas du ciel. Tu peux pas te dire j'aurai de l'argent qui tombe à la fin du mois. Tu travailles pas, l'argent tombe pas. Point. Et tu prends des risques et en plus tu as des responsabilités civiles voire pénales, ton entreprise peut se faire contrôler, tu peux avoir un différend avec tes associés, tout est possible et donc c'est un métier stressant. C'est pas moi qui le dis, c'est Steve Jobs, il dit c'est tellement dur que si tu n'aimes pas ça, c'est même pas la peine d'essayer. Et donc là le sport aussi peut te permettre d'évacuer tout ça et de prendre du recul par rapport à ça. Regarde même les politiciens américains, le golf c'est leur situation d'équilibre, que ce soit Trump ou Obama, qui tous les deux pratiquaient le golf à très grande échelle. Trump comme Obama, leur façon de gérer le stress, c'était le golf. Et ils n'en avaient pas d'autres réellement. Au bout d'un moment, s'ils voulaient complètement se détacher, il fallait qu'ils aillent golfer. Donc, évidemment, le golf, ça nécessite, quand tu es Donald Trump ou Barack Obama, de prendre un jet privé, d'aller sur un terrain, de prendre un hélicoptère, d'aller sur un terrain. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas toujours ça. Par contre, tu peux t'installer un sac, tu peux t'acheter un casque de réalité virtuelle et prendre des routines de fitness. Tu peux t'installer quelques machines dans 9 mètres carrés, tu peux aller courir. Ouais, donc c'est la barrière d'entrée, voilà, tout à fait. Et
Et donc quand tu parlais de la confiance en soi, c'est parce que déjà, il y a plusieurs raisons j'imagine. Il y a le fait que physiquement ça peut te transformer, ça peut te changer, ça peut changer. Tu le vois dans la glace, tu as confiance. C'est vrai que la posture aussi, tu as tout à fait raison. C'est Amy Cuddy qui avait démontré que quand rien qu'à un entretien d'embauche pour les futurs salariés, tu faisais la posture de Superman, comme ça, de Wonder Woman, comme ça. Elle avait pris 2 groupes, tu vois, un groupe contrôle qui faisait rien avant l'entretien et un groupe qui avant l'entretien faisait ça 1 minute devant le miroir. Et le groupe qui avait fait ça 1 minute devant le miroir performait mieux à l'entretien, objectivement. Donc oui, la posture, te montrer à toi-même que tu peux le faire, te montrer à toi-même que tu peux atteindre des objectifs, parce que la muscu en particulier, ça te fixe des objectifs, tu as ta feuille, tu as tes répétitions, tu as ton programme. Être capable de tenir un programme, être capable de tenir des objectifs, c'est des vertus. Voilà, l'assiduité, c'est des vertus cardinales dans l'entrepreneuriat et ça t'apprend à les mettre en scène et à te montrer à toi-même que tu peux les tenir. Donc oui, c'est d'énormes avantages. Ensuite, un sujet qui te tient à cœur, c'est comment apprendre ludiquement en faisant du sport. Voilà, te fixer, essayer de ludifier n'importe quelle situation. C'est pour ça que je t'avais dit qu'il y avait le football américain pour les officiers de l'armée américaine, parce qu'ils s'étaient dit voilà, c'est les hommes d'action, c'est les officiers, ils vont pas vouloir rester devant un bureau puis apprendre la stratégie théoriquement. Donc s'ils l'apprennent avec leur corps, s'ils apprennent ce que c'est qu'un contournement, ce que c'est qu'un mouvement de tenaille, etc. Et physiquement, en ayant le nez qui saigne parce qu'ils s'en sont pris une ou en transpirant, ça va mieux rester dans leur mémoire et c'est tout à fait exact. Donc les Buzkashi, pareil, s'ils apprennent tout ce que tu as à apprendre en équitation, mais pas théoriquement en faisant un petit parcours, non, en ayant une compétition dure avec une équipe en face, ça va rester, ils vont se rappeler de ce match où ils ont appris comment se pencher, comment ramasser quelque chose à terre, etc. Que ça t'entraînait aussi beaucoup pour mettre des coups d'épée à des fantassins. Là, ça va rester. Donc, autant que possible, trouver un moyen de ludifier toutes les activités, même les activités de muscu. Trouver une façon de rendre ça ludique, c'est un investissement qui en vaut la peine parce que tes performances sont meilleures quand tu es en situation de jeu, vraiment. Ça, on se rend compte, par exemple, on a nos programmes, nos Trainers Me, tous les mois on change. D'ailleurs là en septembre, ça va être encore... il va y avoir plein de nouveautés. Et en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup plus sympa quand tu fais des exos un petit peu différents. Des trucs, je veux dire, c'est tout con, mais par exemple, je sais pas, tu fais du développé couché, les gens ils font que du développé couché à la barre. Tu peux faire aux haltères, tu peux faire en alterné, tu peux le faire sur un Swiss ball, tu peux le faire avec une rotation, tu peux le faire plus ou moins large, bref. Et le fait que ce soit un peu nouveau, tu te testes sur quelque chose de différent et c'est tout de suite plus kiffant. Je pense que tu deviens plus fort aussi dans la vie de tous les jours. Tu retranscris mieux la force que tu as acquis en salle de muscu quand tu sais pousser, soulever, tirer dans tous les sens avec tous les angles que toujours un couché à la barre avec le même écartement des mains. Donc en plus, comme tu le sais, ça développe par exemple la coiffe deltoïde d'une façon beaucoup plus harmonieuse que quand tu fais plein de... Bien sûr, vous allez resserrer, vous mettez les mains en position neutre, vous engagez moins les épaules plus les pecs. Mais voilà, il y a toujours... le but, c'est de travailler les chaînes musculaires, les synergies entre les chaînes musculaires aussi. Et donc, le fait de changer, de varier un maximum, puisqu'il y en a plein aussi en bodybuilding qui... En gros, qui vont vous dire que en fait, tout ça, c'est de la flûte que pour le développement musculaire. Mais en fait, nous, on est et dans le développement musculaire, et dans le développement de la force, et aussi retranscrire sa force à la salle dans la vie de tous les jours, être fort dans la vie de tous les jours. C'était le problème de la fragilité de certains entraînements, parce que Taleb disait que tu deviens fragile quand tu optimises trop. Et par exemple, on sait qu'en course à pied, pendant longtemps, tu sais, avais, notamment pour les marathons, c'était les Éthiopiens qui gagnaient, ils étaient pieds nus. Et il y a eu plein de médecins du sport, de ce que les Américains appelaient les kinésiologues, je crois, je sais plus, qui est spécialiste de la kinesthésie, de la science du mouvement et de la posture, qui se sont dit, en fait, pour l'endurance, les muscles du pied sont très importants. Or, quand tu fais du culturisme, les muscles du pied, soit tu t'en fous. Tu peux rater, tu peux vouloir mettre tes jambes, tu peux avoir des bons mollets, mais muscler ses pieds, tu vois pas forcément l'intérêt. Et en fait, ils s'étaient rendu compte que ceux qui couraient pieds nus, plutôt que sur des semelles bien compensées et tout, d'abord, ils mettaient la pointe d'abord, et ça te permettait d'accumuler élastiquement plus d'énergie dans le tendon d'Achille, ce qui fait que tu te fatiguais moins en marathon. C'est-à-dire qu'ils posent pas le talon. Non, ils posent le talon, mais ils mettent d'abord la pointe. Donc au départ, tu as une élasticité supplémentaire dans ta course. C'est bizarre voilà. de courir, en fait, c'est la façon normale de courir en vrai. C'est nous, quand on a des baskets, on met le talon d'abord, mais en fait, c'est quand tu cours pieds nus, tu fais pas ça. Quand tu cours pieds nus, tu as un mouvement plus fluide, qui fait moins de bruit, qui est vraiment comme un chat, quoi. Et c'est la bonne façon de faire un marathon de stocker de l'énergie. Et quand tu regarderas, les marathoniens ont ce mouvement de pied. Et donc, les grands médecins du sport américains, notamment à Stanford, où ils ont un département vraiment très compétent là-dedans, s'étaient rendus compte qu'en fait, muscler ses pieds était très important pour être couronné de succès au-delà du 100 mètres.
même le relais, même, tu vois, même le 500 mètres déjà. Et après, pour les courses d'endurance, encore plus, même le 1500 mètres, etc. Donc, c'est pour ça que varier, en fait, tu vois, la culture physique, c'est un peu comme la nutrition. C'est important d'avoir des repas variés. En fait, c'est aussi intéressant d'avoir des repas variés en matière de pratique, quoi. Et d'avoir des mouvements, de varier, comme tu disais, la position, la prise de poignet ou le type d'exercice. Pas excessivement, mais c'est important d'avoir une certaine variété, sinon tu deviens fragile. C'est un peu nous ce qu'on a découvert dans Libérer votre cerveau, ou pour l'école, une des années maintenant. Ouais. 2016, ça fait 6 ans déjà. Où dedans tu expliquais justement notamment que l'école est devenue moins compétitive parce qu'elle est plus ludique et qu'il y a plein d'autres choses à faire plus intéressantes. Bah oui, avant l'école c'était intéressant, tu vois, t'étais un gamin. T'échappais au corvée. Voilà, t'échappais au corvée. T'étais un gamin dans les champs, t'avais le choix entre aller battre le blé ou apprendre la vie de Jules César. L'école était ultra compétitive en matière d'attention. Et puis ensuite, comme elle était obligatoire, elle s'est pas sentie obligée d'attirer ton attention. Et l'école au départ était obligatoire pour les parents, pas pour les enfants. La loi sur l'instruction, et c'était pour forcer les parents, c'était pas pour forcer les enfants. Les enfants, ils voulaient y aller. Mais maintenant, t'as les réseaux, même avant, t'avais la radio, le cinéma, la bande dessinée, ce que tu veux. Maintenant, t'as les réseaux, t'as les jeux vidéo. L'école, elle est plus compétitive pour capter l'attention. Elle pourrait l'être, mais elle fait pas l'effort. Parce qu'on est 6 ans plus tard, il n'y a rien qui a changé. Ah oui, mais 6 ans, c'est rien à l'échelle de l'administration, tu sais bien. À l'échelle d'une entreprise, c'est énorme, mais à l'échelle de l'administration, qui a quasiment aucune incitation à changer, bah c'est rien. Ouais. Et donc, du coup, toujours sur ce thème-là, il faudrait mixer le sport avec l'apprentissage. Ah bah, je sais que toi, tu avais des idées un peu à ce sujet. C'est quoi pour toi les perspectives d'avenir? Gamification dans le fitness, apprentissage en faisant du sport. Comment ça c'est mes projets idéaux, parce que tu vois, les Allemands, ils ont des meilleurs scores que nous à PISA, alors qu'ils ont plus de 30% de moins de magistral avec la table et le tableau noir, tu vois. Et c'est le gymnasium, ils font du sport tout le temps. Ils ont une culture physique remarquable et ils vont faire du canoë polo. C'est ultra exigeant le canoë polo d'ailleurs. C'est quoi des anneaux? Bah, ça c'est t'as un canoë puis tu dois balancer la balle comme du water polo mais sur un canoë quoi. Ah ouais. Alors là tu déjà fais le canoë tout seul. Voilà de base exactement. C'est un faux sport, j'aurais mélangé comme aquaponais ou machin. Mais tu vois c'est comme les anneaux. Enfin ça te fait les membres supérieurs sèchement. Et bon les Allemands ont des meilleurs scores à PISA, alors qu'ils font 4 fois plus de sport que nous par semaine et qu'ils ont 30% de moins donc, de cours magistral avec tableau noir et tout. Donc au bout d'un moment, il faut qu'on voit la réalité en face. Notre système éducatif peut s'améliorer, peut changer. Et les sports-études aussi, qui sont beaucoup plus importants dans certains pays et qui le sont moins en France. Bon, avec tu vois, ces fameuses bourses et tout. Je te dis, aux États-Unis, tu peux faire Stanford parce que tu as un service, tu sers à 170 km/h. En France, c'est mort. Tu pourras faire sport-études, mais tu ne seras pas reconnu comme la crème de la crème des grandes écoles françaises. Donc, on a un grand besoin, en effet, de ludifier, de faire plus de collectifs aussi, de réinventer des nouveaux sports. Par exemple, il y a un excellent entrepreneur français qui a inventé là, un excellent sport très intéressant. C'est une table de ping-pong incurvée. En fait, tu joues en faisant des jongles au foot. Donc, tu as la table de ping-pong et tu dois jouer en faisant des contrôles de foot. Et il en a installé partout dans le monde, il est très suivi sur Instagram, c'est un mec vraiment génial. Et ça, là, tu as de la ludification, tu crées en plus de la vie de quartier, c'est des tables qui sont très faciles à installer. Voilà, bon, ce genre de truc. Tu prends aussi, en équitation, tu as eu les Compton Cowboys à Los Angeles, donc c'était d'anciens chefs de gang qui ont créé une écurie urbaine. Et ils forment des jeunes qui seraient tentés par rentrer dans un gang. À Los Angeles, tu as les Crips et les Bloods, notamment des gangs très dangereux, à faire de l'équitation. Tu as la Fletcher Riding School à Philadelphie, pareil, et centre urbain d'équitation pour les personnes défavorisées dans les quartiers chauds. Et ça donne d'excellents résultats. Donc voilà, avoir la ludification, faire des olympiades, faire des compétitions. Par exemple, une fois, tu as l'équipe de rhétorique d'une prison, je ne sais plus laquelle, aux États-Unis, qui a battu l'équipe de rhétorique d'Harvard. C'est des tolards, ils n'ont pas le bac, ils ont battu l'équipe d'Harvard. Créer des olympiades comme ça, en particulier quand elles sont cross-sectionnelles, quand elles sont intersociales, quoi, entre des prisonniers, ça c'est génial, ça c'est vraiment génial. Faire des événements
sportives ou de muscu, enfin sportifs du coup, mais des événements athlétiques où tu mélanges les milieux sociaux, c'est très très bien ça aussi. Ça, c'est bon pour la personne et c'est bon pour la société. Et après, moi évidemment en termes d'apprentissage, ce que j'adorerais, ça serait de faire une application en réalité virtuelle où tu peux apprendre une langue en même temps que tu vois, quand j'ai vu Thrill of the Fight, qui est vraiment mon application de sport préféré et qui est donc une application de boxe. Alors tu as besoin de 3 mètres sur 3 quand même pour bien y jouer. Tu sais, tu délimites au sol un truc. Mais voilà, bon, en général, mais je sais pas, les gens qui ont besoin de faire du sport en général sont dans des petits appartements à la con, ils n'ont pas forcément 3 mètres sur 3. Mais après tu peux le faire en salle aussi, c'est juste que. Dans un parc. Alors, dans un parc moins. Non, c'est pas tant que tu as l'air d'un. Enfin si déjà, ça peut être. Enfin, tu dois dire aux gens de ne pas rentrer, mais c'est plus que le soleil peut bousiller, enfin peut pas bousiller les capteurs, mais il peut éblouir les capteurs qui du coup perdent l'emplacement. Mais après il y a certains. Ça tu mets des lunettes. Ouais, tu mets un casque. Oui, mais elles ont des capteurs pour voir où t'es en fait. D'accord. Et un éblouissement peut les reset. Mais voilà, en tout cas Thrill of the Fight où tu pourras apprendre une langue en même temps, genre tu sais, tu mettrais un coup de poing dans le bon mot, etc. Ça c'est quelque chose qui m'intéresserait. Et comme je bosse sur une application pour apprendre les langues et que je sors à la rentrée, j'aimerais bien faire un jour une version virtuelle de cette application. Quand tu dis les langues, c'est quoi? Il y aura beaucoup de Alors langues. là pour l'instant c'est juste français-anglais, mais on a déjà toute la roadmap pour faire d'autres langues derrière. Et donc c'est une application où tu as des personnages historiques qui se battent en s'envoyant des phrases à la tronche. Et je me dis demain on peut la faire en VR si on veut. Et donc quand tu dois choisir le bon mot parmi d'autres, tu mettrais, tu sais, comme dans Beat Laser, je sais pas si tu as déjà joué à ça, mais c'est un jeu très populaire en réalité virtuelle où tu dois taper sur des blocs au rythme d'une musique. Et donc ça te fait un petit cardio vite fait, et c'est rigolo. Là tu taperais sur des mots avec des coups de poing corrects et puis en faisant des esquives. Et là tu finirais par apprendre des langues étrangères. Ce genre de truc, à mon avis, c'est l'avenir de l'apprentissage. Bon voilà, bien sûr, on espère que cette vidéo vous a plu. Merci Idriss, c'était comme d'hab super intéressant. Merci à vous. Je pense que tu pourrais en parler encore des heures et des heures. C'est quoi ton actu un petit peu là? Donc tu nous as dit l'application là. Ouais, le jeu vidéo qui s'appelle Guild of Logos. On l'avait appelé Game of Logos quand il était en phase de prototype, mais on voulait pas avoir d'emmerde à Game of Thrones aux États-Unis. Donc on s'est dit allez, on va changer, on va l'appeler Guild of Logos. Donc c'est des personnages historiques qui s'affrontent en s'envoyant des phrases à la tronche. J'ai mis 7 ans à faire ce jeu, c'est vraiment mon bébé. Ouais, parce qu'il n'y avait rien, je veux dire, il y a pas personne n'avait fait ça. Non, personne n'avait fait ça. C'est vraiment, on est sur un bond en avant là, et j'ai jamais été satisfait. J'ai fait plein de protos, j'ai fait 5 protos différents, et à chaque fois, c'est comme pour les polos. J'ai un polo Lacoste. En fait, j'ai appris que Monsieur Lacoste, il avait fait plus d'une centaine de prototypes. Tu vois, le choix de la maille et tout, avant de trouver le bon. Là, j'ai fait plus de 5 prototypes avant d'être satisfait. Mais celui-là, on en est vraiment fiers maintenant. Là, ça sort septembre. Enfin, ça sort en septembre, le 15 septembre. Donc voilà, ça dans mon actualité, c'est le truc le plus important. Ouais. Donc bien sûr, on vous mettra le lien, tu auras le lien directement sur ton site. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien Voilà, sûr, on mettra le lien dans la description. La chaîne YouTube d'Idriss, soutenez-le. C'est très important parce qu'en plus, tu traites des sujets qui ne sont pas bien mis en avant par l'algorithme. Absolument. Bon, tu vois, j'ai quand même réussi à faire. Et malgré tout, ça prend bien. Les gens, ils aiment bien le franc-parler. Le franc-parler, la sincérité, ils aiment bien. Et c'est vrai que dans une époque de langue de bois où tout le monde dit la même chose, où tous les youtubeurs se ressemblent, je pense que c'est ça qui a payé finalement. Mais en tout cas, c'était super cool. J'espère qu'on aura l'occasion de retraiter d'autres sujets ensemble. En tout cas, c'est toujours un plaisir. J'adore bosser avec vous. Votre éthique de travail, votre déontologie, c'est vraiment. J'aimerais que tout le monde soit comme vous. Je vous le dis. Merci, cool. Avec plaisir. On se dit à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.